10h, 11h52, pendant près de 2 heures de temps, nous faisons ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Le programme est baptisé Espace Miné. Nous analysons, nous décryptons, nous commentons l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous sommes mercredi et comme vous le savez, tous les jours sur Espace Miné sont des journées thématiques. Il s'agit de mercredi diaspora parce que nous avons la ferme conviction que ces Camerounais vivant à l'extérieur ont également leur mot à dire pour construire cette grande nation, la nation camerounaise. Ce matin, nous posons un problème simple, mais ô combien important. Avez-vous l'impression qu'il est plus que jamais urgent de mettre sur pied tout un ministère au Cameroun dédié à la diaspora? Cela s'est vu ailleurs. Le ministère de la diaspora doit-il voir le jour au Cameroun? C'est la problématique principale, pour ne pas parler de problématiques essentielles dans le cadre justement de ce programme. Et comme vous le savez, on aura déjà accueilli avant tout cela la très époustouflante Claudia pour une balade informationnelle au niveau de nos kiosques au Cameroun. Nous aurons déjà également eu la dénonciation du jour avec Pierre Blériot-Onyemec. De toutes les façons, tout ceci se passe au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. On ne le dira jamais assez. Vous êtes en direct sur Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé, 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est d'ailleurs votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Et nous accueillons ces nombreux invités qui répondent déjà présents ce matin. Nous commençons par le révérend docteur Ella Bertolo. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait et merci. Comme toujours, le plaisir de te retrouver avec ton alter ego Onyemec pour partager ces joies de la communication et de la distillation de l'information telle qu'elle devait être faite, et surtout ce plaisir pour ces téléspectateurs qui aujourd'hui se reconnaissent en vous comme étant des gens qui font un travail de journaliste. Je voudrais te dire en passant qu'une sanction, c'est une école. Ta sanction n'en était pas une, mais je te dis beaucoup de courage et avec ça tu seras plus grand. Je te le dis sur un plateau et je dis également à Blériot, ce n'est pas tes avis personnels qui changeront ce que tu es. Donc, vous gagnez beaucoup et vous aidez beaucoup de Camerounais parce que la contradiction est en réalité la mère de l'intelligence. Merci, révérend docteur Ella Bertolo, pour parler comme les autres, pour tous ces mots aimables à notre endroit. Nous recevons, je souligne que vous êtes un valeureux Camerounais qui a déjà pratiquement 3 décennies du côté de l'extérieur. Vous êtes une voix qui porte lorsque nous parlons de la diaspora. Voilà pourquoi nous vous avons invité ce matin pour parler justement de cette diaspora camerounaise avec une problématique simple mais essentielle. Est-il temps de mettre sur pied tout un ministère de la diaspora au Cameroun? Merci d'être là ce matin. À côté de vous, nous allons accueillir Alain Douk, qui est donc notre invité permanent. Alain Douk, bonjour. Bien bonjour, parfait. Très élégant ce matin. Couleur assortie et harmonieuse en tout. C'est un plaisir d'être là en ce matin. Je salue cet important audimat qui ne cesse de grandir jour après jour. Je salue nos génies de l'ombre qui permettent la réalisation de la magie de la réception de ce programme un peu partout dans le monde et sur les différentes plateformes numériques où certains nous suivent en live. Je salue les co-discutants déjà installés et je pense que cette thématique permettra de mettre en lumière un certain nombre de choses et de voir combien il serait important de replacer véritablement cette catégorie de Camerounais qui nous représentent sous d'autres cieux au cœur même de la problématique de notre développement. Je crois qu'on va passer un grand moment de télé. Vous croyez que nous allons passer un grand moment de télé? Chez moi, je vous le confirme. Nous passerons encore de très grands moments de télévision. Voilà. En face de vous, il restera le digne fils de Boumiebelke, de descendant de Oumiobe. Oui, alias Castou, lui c'est Pierre Blériot-Onyemec, consultant sur Info TV. Pierre Blériot, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel ce matin. Je suis très heureux d'être là. Je suis
un peu plus heureux quand même ce matin. Et pourquoi? Parce que nous avons un grand frère commun qui a 1 an de plus aujourd'hui. Ouais. Singangayawala. Singangayawala, Bertrand Onundi. Donc, à qui j'aimerais souhaiter joyeux anniversaire depuis le port autonome de Douala. Il a 1 an de plus aujourd'hui. C'est le bel homme que vous voyez là. Voilà. Il s'est fait appeler Bon. Bon. Il a abrégé son nom. Hein. Voilà. B comme Bertrand, O comme Ono, N comme Di. Voilà. Donc il s'appelle Bon. Bertrand Onundi. Voilà. Oui, c'est un maillon très important du côté du port autonome de Douala. Il a passé toute une vie. Aujourd'hui, c'est son jour. Ouais. On dira joyeux anniversaire à Bertrand Onundi. On l'appelle affectueusement Isingangayawala. Voilà. Oui, c'est quelqu'un qui soutient beaucoup la culture, qui est l'ami des communicateurs, qui est lui-même un très bon communicateur, qui a été DRH du port pendant de nombreuses années, qui est d'une grande sobriété, mais également d'une grande discrétion. Ce sont des qualités qu'on lui reconnaît. Vous savez, un jour, on s'est rencontrés à la Mobile Vogada, lui et moi, on avait rendez-vous. Il avait déjà garé son véhicule, on causait quelque part. Un monsieur est venu m'interpeller. Je lui dis, mais attends, tu vois pas que je cause avec un autre monsieur? Il me dit, mais tu peux d'abord laisser celui-là, non? Ça, ce sont les Camerounais. Oui, tu peux d'abord laisser celui-là. Bon, c'est quand il voit Bon aller vers son véhicule. Que maintenant il change d'attitude. Parce que tu sais, il avait garé quelque chose. Il a de très beaux véhicules souvent. Quand il le voit aller vers son véhicule, il dit que, hey, j'ai manqué de respect à un grand. Non, donc c'est quelqu'un d'assez effacé. Voilà. Non, joyeux anniversaire à Namouane se fera en lieu sûr. Nous attendons toutes les indications. Hein. Oui, aujourd'hui, c'est ton jour. Que Dieu te bénisse. Voilà. Pierre Blériot, nous vous repassons la parole, certainement pour la sagesse de ce mercredi matin. Écoutez bien celle-ci. Une génération amasse et une autre dilapide. L'œuvre humaine est vaine si elle ne promeut l'amour. On peut reprendre. Une génération amasse et une autre dilapide. L'œuvre humaine est vaine si elle ne promeut l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'une génération construit, une autre génération est capable de le détruire entièrement. Cette sagesse m'a été inspirée par ce que je vois dans les successions aujourd'hui. Vous voyez l'effort que certains font d'amasser. Oui. Et surtout ceux qui n'amassent pas de manière honnête. On vous dit que quelqu'un a 2000 hectares qu'il a arrachés dans un village. Et puis, après sa mort, ses enfants disent que si quelqu'un peut leur donner 100 000 par hectare, lui, ils n'en ont aucune cure. Mais si vous voyez ce monsieur-là de son vivant, comment il voulait conserver les 2000 hectares. Il a envoyé des gens en prison, il a fait ci, il a fait ça. Et après qu'il passe, on voit simplement que la génération d'après dilapide. Il faut faire attention, il faut enseigner, il faut déjà gagner dans l'amour et promouvoir l'amour au sein de votre propre progéniture. Sinon, vos efforts sont vains. Ils sont vains. Et tout ce que vous avez acquis par la rapine, par toute espèce d'extorsion, est voué à être dilapidé par la génération qui suit. C'est la loi de la nature. Vous ne pouvez pas faire autrement. Je ne veux pas citer quelques grandes fortunes, entre guillemets, dont les enfants sont dans la rue. C'est clair. Dans la rue aujourd'hui. Nous avons plusieurs exemples. Oui, oui. L'élégance, on ne va pas citer. D'abord, au Cameroun, regardez seulement autour de vous, n'allez pas loin. Et ça, le message, je le passe à ceux qui sont en train d'arracher en ce moment. Au moment où nous parlons. Écoutez bien, vous arrachez pour rien. Votre petite vie, parce qu'en général, les gens ont entre 50 et 70 ans pendant qu'ils arrachent. Donc, il vous reste moins de 50 ans à vivre. Et c'est aussi la fin de votre rapt. Ça va repartir. Promouvoir l'amour. Merci Pierre Blériot pour cette autre sagesse matinale. Est encore attendu sur ce plateau. Roger Kiek de Kiki, journaliste d'investigation et journaliste politique. Dites aux autres que ça a déjà commencé. Qui dit mieux? À tout de suite.
Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier que je retrouve nombreux ce mercredi. C'est un plaisir. Très belle coiffure. Hein? Merci. Joli mariage de couleurs hein, en partant de votre chevelure au rouge à lèvres. Merci beaucoup. Je vous ai dit que quelqu'un avait dit que rouge à lèvres a créé un grand problème. Mais Grand, quand on vous très voit grand. là, on dirait que vous allez quelque part. Hein. Nulle part. Parce que vous-même, vous êtes très bien mis et puis les couleurs sont assorties à celles de Claudia. Ah oui, ça Est-ce c'est que vrai vous- quand quand même. même. Est-ce que vous vous êtes appelé à 7h30? Non, pas du tout. Je suis toujours disponible, surtout sur les conditions. C'est-à-dire, Bon, Alain Doux va là, à te ressembler là, mais c'est plus avec toi. Moi, je ne sais pas ce qu'Alain Doux veut. Mais Hein. pourquoi tu ne dis pas en face? Parce que Bon, je ne suis pas trop il faut loin. d'abord passer à la caisse. mon frère. D'abord passer à la caisse. Faut pas, c'est pas comme ça. Ne brouillez pas le message. Non, faut pas brouiller. Claudia, la nuit a été. la nuit a été très belle, vraiment, ça va. Je suis très en forme, vraiment. Ah, ça nous va tout droit au cœur. Hein. De toutes les façons, lorsque la petite Claudia nous retrouve, cela signifie que nous devrons déjà faire un tour du côté des kiosques. Claudia, que disent les journaux? Parfait ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une, ce mercredi, lutte contre la vie chère, le sac de kilogrammes de riz pakistanais, 100% brisure est désormais vendu à 17 000 francs CFA. C'est l'information qui barre la grande une du quotidien Info Matin. L'annonce est du ministère du Commerce ce 6 mai. Cette autre vente promotionnelle qui se veut pérenne se déroule sur toute l'étendue du territoire national. À Yaoundé, particulièrement, les stocks sont disponibles dans plusieurs sites, notamment le Carrefour Mec, la sous-préfecture de Yaoundé 6, la mairie de Yaoundé 1er, l'ancienne sous-préfecture de Konengi et le pont Sao, briqueterie. L'information est donc à lire en page 3 de ce journal. Avec le quotidien Le Jour en champ d'actualité. Ici, on parle de liberté d'expression. Aman Mana s'interroge ce matin pourquoi le Cameroun recule. Le dernier rapport de Reporters sans frontières classe le pays 131e sur 180 nations. Lire la page 3 pour en savoir davantage. Alors, à présent, du côté du port autonome de Kribi avec le quotidien Mutation, le port puissance 2, l'entrée en exploitation de la phase 2 de cette infrastructure. Le 9 mai marque un important saut logistique et symbolise un moment charnière dans la quête d'industrialisation du Cameroun. Georges-Alain Boyomo est plus précis sur cette actualité en page 7 de son journal. Et dans sa parution du jour ce matin, la Nouvelle Expression parle de politique, précisément de présidentielle 2025, la non-neutralité des évêques du Cameroun. Il faut savoir que la conférence épiscopale nationale du Cameroun a décidé de prendre ses responsabilités historiques à la veille du scrutin présidentiel d'octobre prochain en commettant une lettre pastorale consacrée aux élections, au-delà des interprétations idéologiques ou politiciennes que l'on a pu observer ici et là dans l'opinion publique relativement à la lecture de cette lettre. Une chose demeure constante et claire, les évêques du Cameroun continuent de s'engager pour le changement politique dans notre pays. Soutien un universitaire camerounais aux États-Unis. La page 5 nous renseigne davantage sur cette actualité. On parle également de politique avec le tabloïd de Feu Pius Ndiawe, le messager présidentiel 2025. Cyril Tchamba écrit Abiya, président du mouvement Le Pont de Convergence, qui cherche à rassembler les Camerounais pour travailler ensemble à la construction d'un Cameroun plus juste, plus équitable et plus prospère. Il propose au président de la République la recette pour sortir le pays du chaos. L'intégralité de la lettre est donc à retrouver en page 2 de ce journal paru en kiosque ce matin. L'actualité en kiosque ce mercredi, c'est aussi le vivre ensemble Ngaoundéré. La bonne agresse nous renseigne le quotidien à capteur public Cameroun Tribune. Au lieu de brassage, le chef-lieu de la région de la Damawa est une terre où cohabitent harmonieusement diverses communautés. Incursion dans le quotidien des populations qui y vivent au moment où la nation tout entière s'apprête à célébrer la fête de l'unité. Marie-Claire Nana nous donne plus de précisions de la page 6 à 7 ce matin. L'œil du Sahel est en kiosque. Le quotidien régional
information du Nord Cameroun parle justement de ce fait divers qui s'est déroulé du côté de Ilé Alifa. On nous apprend ici ce matin que 3 militaires ont été tués dans une attaque de Boko Haram. Le récit est à retrouver en page 3 de ce journal. Avec l'économie quotidienne de Thierry Ekouti, on parle de réhabilitation de la Sonara. Le FMI accentue la pression. Il faut savoir que le sujet est à nouveau sur la table des discussions entre le gouvernement et une délégation du Fonds monétaire international qui séjourne actuellement au Cameroun. Les précisions sont à retrouver en page 3 de ce journal. Je clôture cette revue de presse avec Éco-Santé. Le quotidien de Joseph Benboum s'intéresse aux 16e journées scientifiques nationales de l'ASFAC, l'innovation et la performance au service de la santé maternelle et néonatale. Cette information est à retrouver en page 4 et 5 de ce journal paru en kiosque ce matin. Parfait ici. Claudia, oui, parfait. Sur 180 pays, le Cameroun est placé 131e. Oui. Lorsque nous parlons de la liberté de la presse. Exactement. Et le Cameroun a reculé. Exactement. C'est une bonne information, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Une information que nous dédions au ministre de la Communication, une information que nous dédions également au Conseil national de la communication, une information que nous dédions à tous les médias. On dira bravo pour ce grand recul. Pour ce grand recul. La liberté de la presse. Claudia? Oui, parfait. Et il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Bonne journée à vous également et surtout bonne suite d'émission. Ne blague pas avec Dieu, Claudia. Parfois ici vous étiez pasteur parce que Blériot, il nous a dit qu'il était pasteur. C'est Blériot qui était pasteur. Ah Seigneur. En fait, la fois où il parlait de cette histoire, je l'imagine en train de faire... Parler en langue. En langue. Et quelqu'un qui traduit, parce qu'il parlait en bassa, quelqu'un traduit dans, je sais pas, en français ou en anglais. Donc, ça devait être... Et il dit... Attendez, vous imaginez? Non, moi, je c'est la chose la plus condamnable par la Bible. Oui. Cette affaire de parler en langue. Non, que d'essayer de décrire un homme ex-cathédra sur le pupitre. Ce qu'il fait là-bas, c'est son business avec Dieu. L'âne de Balaam a parlé. Donc Dieu peut utiliser n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quel moment. Donc les jugements à ce stade précis sont très délicats. Parfait, bon, vous avez un invité pour jeudi spiritualité de demain. Oui, c'est également un pasteur. Enfin, un théologien. Un enseignant de théologie. Voilà, ah, d'accord. Un révérend, docteur et la Berthelot. Bon, Alain nous dit que bon, comme c'est pas jeudi spiritualité, il ne va pas commenter. Oui, mais il peut commenter. Il va apporter des rectificatifs. Moi, je dis ceci. Je dis, quand un homme, tu ne peux pas apprécier la valeur de l'homme qui parle. Je dis, l'âne de Balaam a parlé. Dieu peut utiliser un fou pour parler. Et il n'y a rien de plus mauvais que quand Dieu l'utilise vraiment et que tu attribues à quelqu'un d'autre que Dieu. Oui, mais il y a aussi dans la Bible des faux. Tu as dit que tu ne devais pas. C'est pour ça que je dis que c'est un gros risque. Si tu as la capacité de pouvoir décerner sa fausse prophétie. Merci. Mais non, c'est pas jeudi spirituel. J'ai bien dit de la donner. On va permettre à Claudia de se retirer sans trop de polémique. Alors Claudia, oui, parfait. n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci Claudia et on dira tout de suite pour la suite.
Roger Kekdekiki, bonjour. Bonjour, parfait, ici. Comment vous allez? Oh, c'est toujours un plaisir. Hein. Ces moments de télévision sont des grands moments de rencontre avec le public des téléspectateurs. Et je ne dirais pas à ces téléspectateurs que vous êtes arrivés en retard. Oui, non, vous savez, circuler à Yaoundé est difficile. Comme nous faisons 10 000 choses à la fois, vous pouvez partir d'un point de la ville à un autre dans des conditions extrêmement difficiles. Il faut des routes et des passerelles à Yaoundé. Bon, je dirais que chaque fois qu'il faut rencontrer le sac des modérateurs et Blériot, je me fais toujours le plaisir. Tout à fait. Je souligne que Roger Kekdekiki a pratiquement 3 décennies de journalisme dans sa poche. Il est un journaliste politique, journaliste d'investigation. Il est l'un des pionniers du débat politique en radio au Cameroun. En radio libre, tout à fait. Roger, merci d'être là ce matin. Moi. Et on va repasser la parole à Pierre Blériot-Niamek, comme d'habitude. C'est pour la dénonciation de ce jour, Pierre Blériot. Alors, parfois ici, je dénonce un fait ou un phénomène qui m'a été décrit par de nombreux chauffeurs, surtout des chauffeurs de transport en commun. Ils disent que lorsqu'ils sont interpellés, que ce soit par la police ou la gendarmerie ou encore d'autres services qui font de contrôle routier, on leur demande leurs papiers, mais quelques-uns se sont aperçus qu'après avoir retrouvé leurs papiers, au prochain contrôle, certaines pièces manquent dans le document qu'ils ont remis. Alors, c'est souvent difficile. 2 ou 3 m'ont interpellé. Difficile. Est-ce que c'est celui qui a d'abord contrôlé, qui a retiré, et pour quelle raison une pièce, ou c'est celui qui contrôle, qui remarque l'absence de la pièce, qui l'a fait? Cela pose problème. Je dénonce pour que nous puissions être plus vigilants, les uns et les autres. Je ne sais pas si, parce qu'ils ont mis dans tout cela le fait, on a quelques agents du ministère des Transports aussi, qui sont déjà en route, qui contrôlent aussi les papiers. Il y a l'ancienne formule, les policiers qui vous demandent les papiers, les gendarmes, mais il paraît que ça ne se passe pas toujours très bien. Pas à tous les coups, mais il peut arriver que, alors que votre dossier était complet, à un autre contrôle, vous aperceviez qu'il y a désormais une pièce qui manque. Est-ce une négligence de la part de celui qui fouille, puisqu'ils prennent souvent beaucoup de dossiers, retirent tous les dossiers? Voilà. Bon, je ne vais pas défendre les gendarmes et les policiers ici, en attendant que les autres interviennent. Blériot, un policier ou un gendarme, il a quel intérêt à retirer un document dans le dossier d'un contrôle? Moi, je n'ai pas dit que le policier ou le gendarme a retiré. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que... Je voudrais dire ceci. Oui, révérend docteur. C'est pour ça que le monde évolue. Et j'ai toujours dit sur ce plateau que si la société administrative, dont les administrateurs du pays évoluent avec la société, on aurait réglé beaucoup de problèmes. Cette dénonciation est vieille. Est très vieille. C'est-à-dire, il est venu, tu es en règle. Sciemment, parfois, laisse tomber ton permis. Si tu n'es pas vigilant, tu peux ne pas te rendre compte. Et tu vas dis sciemment? Certains le font sciemment. J'ai arrivé un... C'est quoi le projet? Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner une information qui va vous aider. Quand vous voyez une patrouille de police, si vous sentez insécurité, demandez l'officier de patrouille. Ce sont des gens qui sont des officiers, mais qui sont très outillés, très bien formés. Parce qu'une fois, un policier a pris mes pièces, il contrôle tout, et il me dit après, pourquoi quand je vous ai d'abord interpellé, vous étiez réticent? Je dis parce que je voulais me rassurer que vous avez la capacité de me rendre mes papiers. Il était donc devenu très violent. Et après, j'ai dit, ok, est-ce que je peux parler à l'officier de patrouille? Il s'est mis en colère, et j'ai insisté. Vous savez où je retrouve ma pièce? Non. Quand il est allé dans le bocal, derrière, il a laissé ma pièce, le document, là-bas. C'est des papiers d'assurance qu'il a laissé là-bas. C'est donc l'officier qui est venu le sermonner. Je dis, je vous dis ça, c'est une information. Quand vous êtes là, demandez l'officier de patrouille. Surtout quand ce qui concerne la police. Ce sont des gens qui ont une expérience avérée et qui ont beaucoup de solutions. Et toujours vérifier vos documents. Après, ça, c'est même normal. Parfois, ils peuvent même prendre, parfois, ils ont 2, 3 dossiers. Ils peuvent prendre le dossier de gens
donner à Pierre, parce qu'ils ne sont pas toujours en train de gérer un dossier. Moi, j'aimerais sur le compte de l'erreur. Mais je dis aussi que quand c'est compliqué, demandez l'officier de patrouille. Très bien. On passe la parole à Roger Kekdekiki. Roger, le repose quand même un phénomène au niveau, bon, peut-être le mot phénomène est trop dur, une situation qui arrive de temps en temps au niveau des contrôles. Et beaucoup de conducteurs se plaignent quand même qu'on a l'impression que parfois leurs documents disparaissent lors de ces contrôles sans trop savoir comment. Moi, je me suis lancé dans le taxi, j'ai investi, j'en ai 2 qui circulent. Et je vous assure, c'est un problème de mentalité et de comportement. Vous savez, l'école de police reçoit des gens qui viennent de partout. Ils sont formés dans leur famille, au quartier. Chacun vient avec ses comportements. Ce n'est pas une affaire d'expérience. On arrête l'un de mes véhicules pendant que les chefs d'État de la CEMAC venaient ici récemment. Ils bifurquaient vers Odiaf. On avait barré la route et on le prend là-bas. Moi, je me suis arrangé à payer les papiers. Franchement, j'ai tous les papiers. Et je vous rappelle que ce qu'on appelle la carte bleue, depuis un certain temps, au ministère des Transports, ils font ce que les policiers faisaient. C'est-à-dire tu payes les frais de la carte bleue, eux, ils ne donnent pas les frais. On te donne un dépôt, on peut te donner le renouveler le dépôt pendant 1 an et demi, la carte ne sort jamais. Et c'est les mêmes qui reviennent là dehors te dire que ce sont les choses qu'on signe à Coron. Et je dis attention, dans ce cas, je vais aller faire constater par un huissier que c'est un document authentique. J'arrive, et là, c'était tout un commissaire de police. Commissaire adjoint, là, en Vogue-Betty. Parce que j'ai rencontré le commissaire qui m'a reconnu, et il m'a dit non, on va résoudre le problème. Mais l'adjoint, on m'avait déjà dit que ce monsieur-là... Il est compliqué, il est bizarre. Lui, c'est l'argent. Oh là là. Les taximens en parlaient. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je viens, il me dit que votre voiture n'a pas de papier, n'a pas ceci. Je dis, mais comment? Effectivement, on avait soustrait la pièce. Oh là là. On soustrait la pièce. Et moi, je me suis pris à mon chauffeur en lui disant, quand tu remets, tu ouvres toi-même ton dossier, tu constates. Et quand tu remets, s'il te le rend et qu'il manque ceci, tu demandes. Tu demandes, parce que moi, je ne peux pas partir de mon bureau, de mes choses, de mes activités pour venir tout le temps intervenir. Mais j'ai quand même appelé. On a quand même passé tout ce temps à Yaoundé. Je ne sais pas quel est le commissaire divisionnaire qui ne me connaît pas, sauf les petits jeunes. À la DGSN, on leur a demandé, est-ce que vous ne connaissez pas ce monsieur? J'ai pris sur moi de cautionner, de dire qu'il s'agit de moi. Et ce sont des voitures que je reprends en leasing, le temps de terminer la traite. Il me dit la patente de transporteur. Je dis attention, une patente, c'est 99 ans. Celle-ci date des années 80. Ce n'est pas parce que la carte d'identité vient de changer que ceux qui ont l'ancienne carte n'ont pas de carte d'identité. Il faut faire attention. Les nouvelles dispositions n'abrogent pas. Auquel cas, vous prenez l'ancien document, vous le renouvelez vous-même. Voilà. Une patente, une licence. Moi, quelqu'un peut avoir 100 taxis. C'est le même document qui va valoir pour tous les taxis. Moi, je me suis lancé dans cette affaire qui est un peu difficile. Et je vous assure qu'il y a les tracasseries qu'il y a dedans. Et surtout, les jeunes policiers, à peine arrivés, se comportent. Eux, alors, vraiment, je ne sais pas, ils ont des logiques dans la tête. Des logiques bizarres. Hein? La dénonciation, elle n'est pas dépassée. Ces gars-là, surtout les nouveaux arrivants, les plus jeunes. D'ailleurs, nous, ils ne nous connaissent pas. Les divisionnaires peuvent nous connaître. Ou alors, les anciens les anciens. Ceux-ci ne nous connaissent pas. Ils n'ont même pas besoin. Ils n'ont même pas besoin. Et puis, ils sont d'une arrogance. Il y a un qui m'a dit sur la route. Identifier quelqu'un. Je connais seulement le préfet de l'océan. Voilà. Identifier quelqu'un, c'est chercher à savoir qui il est. Ce n'est pas toujours une affaire de paperasserie, c'est une affaire de responsabilité. Donc, ce sont des abus qu'il faut dénoncer. Expérience sur expérience, c'était dernièrement au Carrefour Vombi. Je viens, vraiment, heure de grande circulation, vers 17h, vendredi soir. Moi, je pars au village, puisque j'y vais régulièrement. Alors, il y a un policier là, comme vous dites vraiment, les jeunes policiers là, qui étaient gardiens de la paix, quelque chose de ce genre. Il me demande de m'aligner. Bon, ce que je fais, il dit que nous sommes en plein embouteillage ici. Pour ceux qui collent au Carrefour, bien sûr. À cette heure-là, j'ai dit ça va dans tous les sens. Parce que tu as peur même qu'une moto va te gratter là-bas. Alors, et effectivement, comme il me fait signe de la main, je demande de m'aligner, je m'aligne. Quand j'arrive à son niveau, il se place devant mon véhicule. Il me dit, monsieur, je dois vous identifier. C'est comme ça. Mais il y a au moins 100 véhicules là qui passent et tout ça. Il n'identifie personne. Mais je lui dis, mais, petit frère,
est-ce qu'il y a un souci? Il me dit, il n'y a pas de souci. Comme vous dites là, très arrogant. Hein? Oui. Il n'y a pas de souci. D'abord, il ne décline pas sa propre identité. Parce que vous pouvez identifier quelqu'un, vous déclinez d'abord la vôtre. Et des fois, il prend vos pièces sans vous donner son nom. Je lui dis, mon frère, moi je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un souci? Et il commence à tempêter là et tout ça. Bon, moi je reste donc tranquille. Ce que vous venez de dire là, Oui, le type ça. donc qui commente, c'est L'officier un de patrouille. officier De patrouille. deuxième grade. Il Voilà. arrive donc. À peine l'officier m'a vu, l'officier lui dit, mais vous ne connaissez pas Parfait ici? J'ai dit, Est-ce que tu es le prophète de Founi? mais entre-temps, j'ai dit que le jeune gardien de la paix, il tempête. Est-ce qu'il regarde la télé? C'est comme s'il fume, je ne sais Non, pas. parfait. Il était tellement énervé. Il y a un déficit de moralisation. Maintenant, je vais le il dire. faut Je vraiment vais le dire, rééduquer j'aurais ces souhaité jeunes gens. qu'on a senti dessus. Est-ce que vous savez que ces officiers, il y a les officiers en même, mais un gardien de la paix ne doit que vous interpeller. Ne doit que vous interpeller. L'acte de police judiciaire est posé par l'officier Qui est assermenté. qui a le pouvoir du procureur. Donc, même lui remettre vos pièces, logiquement, c'est l'officier qui doit prendre, qui est commandant de la patrouille. Rassurez-vous, je ne lui ai pas remis mes pièces. Voilà. Et Parce lorsque que- nous sommes allés au bureau, Et quand l'officier ça arrive l'a chez pris, l'officier, il faut arrêter c'est ça. plus professionnel. Voilà. C'est-à-dire que les officiers gèrent ça. Je vous dis, ces jeunes qui viennent de sortir, logiquement, ils doivent vous interpeller et l'officier fait le travail. Puisqu'il ne peut pas poser un acte de police judiciaire, s'il prend ta carte d'identité avec le procureur, il a un cachet. Très bien. Celui qui prend tes pièces doit pouvoir poser l'acte de police judiciaire et vous verbaliser. Ce n'est pas lui qui te verbalise, l'officier n'est Et pas vous là. venez de prononcer le mot, en fait, on fait disparaître la pièce Oui. Et on pose le problème. pour vous pour verbaliser. vous coller Oui, Contravention. Oui. C'est Et puis on vraiment vous dit il bête, faut hein. payer 60 000, il faut payer 25 000. Moi, j'aime bien qu'avec les officiers de patrouille, quand c'est compliqué comme ça. On ne peut pas passer la parole à Alain Douk. Lorsque Blériot a posé le problème, moi j'étais dans une logique de défendre même ces policiers, ces gendarmes, hein, entre guillemets, les défendre, parce que je ne comprenais pas quelle peut être vraiment la motivation pour un policier ou même pour un gendarme de retirer une pièce, mais... Roger a sorti un mot tout à l'heure. Ces personnes, d'autres ont leur mentalité, tu ne sais pas comment ils ont été élevés, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour vous créer un problème à l'Indo, le monsieur peut lui-même sciemment enlever un document pour vous coller un motif. Alors s'en suivra la négociation. Voilà. Je pense que la messe est dite. Il y a la possibilité d'un accident entre la pléthore des dossiers qu'ils prennent ça et là, qui doivent... Vous voyez un monsieur en route, il a sur lui au moins 50 dossiers. Parfois, il y a des points Dans qu'on ses pourrait considérer comme des points de grand pointage en raison du trafic. Donc, il faut chercher à contrôler un max de personnes parce que potentiellement aussi, ça va faire une optimalité en termes de gains à se faire pour ceux qui ne seront pas effectivement totalement en règle. Donc, dans les mouvements de pièces, etc., il peut y avoir une chute d'une pièce sans qu'on s'en rende compte, sans que même soit conscient. Vous savez le pourquoi je vais vous stopper? Non, Enfin, non, je ne vous j'en stoppe viens, pas. je suis dans mon C'est-à-dire que analyse. ces gens-là sont formés méticuleusement. Nous venons de familles de policiers. C'est comme le chirurgien, il va vous dire non, le bistouri peut tomber dans le ventre de quelqu'un. Je vous dis que une erreur ne peut pas se répéter de manière récurrente. La récurrence dans ce que nous sommes en train de dire nous renvoie carrément vers une action planifiée. C'est planifié. C'est la thèse. C'est la thèse. Et maintenant, il y a pas Il y aura l'antithèse. l'antithèse. On va faire la synthèse de tout ça. Je pense qu'on va la passer. Alain doit être méticuleux. Il n'y a pas de feu d'affaire. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Et on ne peut pas non plus ignorer, à un certain moment, que les conducteurs eux-mêmes puissent faire montre d'une certaine mégarde. Ça aussi, on ne peut pas ignorer ça. Mais maintenant, nous sommes dans un contexte, nous le savons, Maintenant, là, il y a plein où d'antithèses. la corruption a pignon sur rue. Bravo. Et là, T'as l'antithèse que tu dis, bravo. Parce que là, en fait, le dossier, c'est quoi? Si tu ne veux pas perdre du temps, mets seulement le billet de 1000 francs. Laisse Bourbetti. Laisse le commissaire adjoint de Bourbetti. moi, j'ai toujours dit que notre premier problème dans ce pays est d'abord un problème spirituel, mental. Un problème autour des valeurs. Et là, puisque c'est totalement kafkaïen au niveau de nos psychés,
de ce que nous avons comme repère sur le plan moral et éthique. Vous pensez qu'on forme quel genre de citoyen? Mais c'est justement tout le monde qui vient du quartier, de divers horizons. On achète aussi voilà, pour se faire admettre. On achète, comme tu dis, c'est toujours la corruption. Pour être dans telle ou telle position, on pourrait même questionner la qualité même de la formation. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens pendant qu'ils sont à l'école de police? Quelle est l'ingénierie de pression qu'on met même sur pied? Même administratif. Parlant de la formation, hein, comme je connais quand même certains de leurs formateurs, moi je soutiens encore la thèse de Roger. J'ai dit c'est un problème de mentalité. Chacun vient avec sa mentalité dans son village et dans sa famille. Ils ont des bons formateurs à l'Indouk. Oui, c'est vrai-il que ils ont des valeurs au quartier. J'en suis persuadé. Je n'ai jamais été formé à l'école de police, mais je ne pense pas qu'un formateur à l'école de police peut donner ce genre de cours aux futurs policiers que lorsque vous interpellez quelqu'un en route, il faut subtiliser, soustraire un document. Je ne suis pas... je te comprends. Tu sais, ça c'est un aspect. Ça c'est une dérive et une conséquence de la corruption. Mais parfois les formateurs sont les mêmes qui sont commissaires divisionnaires ou simples commissaires principaux et qui eux-mêmes ont des actes de corruption que les moins gradés voient. Non pas. Ou alors qu'ils attendent justement qui ne sont pas relatives à des petites ce genre de petits coups là. Niveau par niveau. Non, c'est niveau par niveau. Mais toujours est-il que ces gens sont une source d'inspiration pour les moins gradés, qui à leur niveau vont aussi développer des petites astuces, pour embêter le citoyen et le contribuable. C'est de ça qu'il est question. Donc il faut qu'on fasse attention. Quand on dit qu'on veut être moral, l'exemple doit venir d'en haut. Parfois, le problème dans ce pays, c'est que l'on prêche ce qu'il faut faire sans incarner soi-même les valeurs et la déontologie qu'on veut transmettre au monde gradé. C'est ça le problème. Moi, je donne la parole maintenant à Pierre Bleriot. Pierre Bleriot, de ma petite expérience de la voie publique, lorsque vous avez affaire au niveau de la voie publique à l'Indouk, je vous suggère de chercher celui qui est le plus gradé. Claire. Vous aurez moins de problèmes, ça c'est sûr. Prends ça comme conseil. Vous aurez même pas de problème. Tu verras. Je vous passe la parole. Bon, moi j'ai une grande expérience des relations avec les policiers. D'abord, ton père est policier. Oui, était policier. Mon père était policier. Ton père était policier. Bien sûr. Donc tu as les gènes. Je comprends pourquoi tu es trop violent. Oui, bon, et mon père était extrêmement violent, pas comme policier, mais comme homme. Mon père a on comprend tout. On comprend tout. Il a travaillé avec Fauchivé. Ton père Fauche. Oui. Il était au cabinet de Fauche. Ton père, toi. L'homme qui m'a accouché était au cabinet de Fauche. Non, il ne m'inquiète pas. Je le comprends maintenant parce que le monsieur là qui parle comme le policier sans avoir peur. Le 6 avril, là c'était pas Fauche. Le 6 avril... Le 6 avril, c'était M. Mbargangele. Mon père est arrivé à la délégation. Quand son commissaire l'a vu, il lui a dit, Monsieur Mbelek, tu as fait comment pour arriver ici? Donne-moi aussi ton truc là. Don Grimba. Il lui a dit que quand je suis né, on a mis une femme à part dans le ventre. Donc je ne peux donner à personne. Bon, donc je suis fils de police. Je connais quelques indices du mauvais policier. Le mauvais policier interpelle un véhicule, mauvais policier ou mauvais gendarme, avec l'idée de trouver une faute. Oui. Absolument. Ouais. Là, c'est que tu es mauvais policier. Parce que ce qui doit motiver, c'est le fait de... vouloir mettre l'ordre. Comment on appelle ça? Le policier, il fait de la prévention, il fait de la pédagogie. Vous comprenez? Si l'idée qui t'habite, toi policier ou gendarme qui m'écoute là maintenant, quand tu interpelles un véhicule, c'est de trouver une faute sur ce véhicule, c'est que tu es un mauvais policier. Répression pour répression. À partir de là, vous verrez que certains comportements, le mauvais policier vous interpelle et veut vous intimider. Ouais. Déjà par le regard, par les premières paroles. Je suis aux pièces. Non. Les citoyens ne sont pas en guerre contre vous. Si vous êtes gentil, si vous êtes avenant, ça ne vous enlève rien. Mais garez-vous là-bas. Non. Vous n'êtes pas des bandits. Ça, c'est pas bien. C'est ce que j'ai dit à celui de et à partir de... Je ne suis pas un bandit. Non, vous-même le policier. À partir de là, vous créez un mauvais contact avec l'usager. Et ce conflit-là, et je parle comme fils de policier parce que j'entendais mon père conseiller. Je ne vais pas dire d'autres choses. Il a été exemplaire.
Il a refusé d'ailleurs la route parce qu'il y avait des choses pas correctes là-bas. Donc, quand vous avez affaire à un bon policier, même si vous êtes mal éduqué, lui, il va vous éduquer. Le bon policier, le bon gendarme garde le sourire. Parce que lui, il a l'autorité. Il n'a pas besoin d'être violent. Voilà. Il n'a pas besoin. Ça, je dois même aller là-bas à l'école de police, donner ce cours-là. Il n'a pas besoin. C'est-à-dire, bonjour monsieur parfait, bonjour monsieur, je ne connais pas votre nom, je suis l'inspecteur tel, puis-je avoir vos papiers? Et j'accompagne ça d'un sourire. Bon, maintenant, si les papiers, parce que sur la plupart des voitures qui sont en règle, les papiers sont affichés. Oui. Le mauvais policier ne sait même pas que ce sont... Non, il ne veut même pas regarder. Il ne regarde même pas que l'assurance et autres sont affichés. Et quand il voit ça, il vous dit, est-ce que je peux avoir votre carte nationale d'identité? Très bien. Si je n'ai pas la carte, tu vas faire quoi? Tu vas prendre le véhicule alors que c'est vous qui nous donnez les cartes. Il faut aller de manière pédagogique et non dans le but soit d'avoir... Regardez les véhicules qui ne sont pas encore immatriculés. Un policier ou un gendarme aperçoit ce véhicule, il entre directement sur la chaussée parce qu'il se dit que ce véhicule doit ne pas être en règle. Ce n'est pas pour ça que vous venez. Donc, les pièces qui se perdent en arrivant là, parfait à ici, effectivement, j'ai laissé que les autres analysent. Les pièces se perdent entre les mains des policiers et des gendarmes parce qu'ils sont encombrés de pièces. Avant la mauvaise foi, ils sont encombrés de pièces. Si vous ouvrez plusieurs dossiers au même moment, parce qu'il y a 6 voitures devant vous, à 20 dossiers à main, vous risquez de vous emmêler les pieds. Il y a des petits papiers fragiles qui peuvent sauter. Donc ne vous encombrez pas. Il faut expliquer pourquoi vous êtes là. Vous ne pouvez pas être là pour contrôler systématiquement tous les véhicules qui vont passer. Parce que vous espérez que dans la masse des véhicules, il y aura des véhicules qui ne seront pas en règle. Ce n'est pas normal. Et maintenant, pour d'autres qui ne sont pas policiers ou gendarmes et qui se permettent de prendre les pièces des gens. Vous leur donnez? Non, moi, je ne parle pas de moi. Moi, je ne vais jamais donner. Non, moi, je ne parle pas de moi. Il faut que tu me montres ton serment pour te donner. Non, moi, je ne parle pas de moi. Je donne le conseil à tous les autres Camerounais. Parce que moi, pour prendre mon dossier, il faut avoir toutes les qualités requises. Il ne faut même jamais essayer de m'intimider. Donc, alors, quand vous prenez les papiers des gens, vous êtes du ministère des Transports, habillé en chasuble jaune. Vous vous retirez du véhicule, vous allez vous balader avec... Qu'est-ce que vous faites avec? Si le gars vous colle un motif là, que vous aviez son dossier, il était complet, on vérifie le dossier en présence du chauffeur. C'est la règle. On sort les pièces en présence. C'est comme l'argent que vous retirez à la banque. Vous ne prenez, vous comptez au guichet. Oui. Vous ne prenez pas l'argent, vous retirez et vous dites que ça fait 20 000. Non! Non, il fallait compter. On compte au guichet. Donc, les pièces se vérifient devant le chauffeur. On les retire et on les lui remet quand il est en règle. On ne se retire pas avec le dossier pour aller l'ajouter à d'autres dossiers. Il faut corriger cela. Il faut donc en finir avec un avant de commencer avec l'autre. Vous n'êtes pas... C'est pas un gang. Parce que maintenant, encore, il y a autre chose. Les gars sont là peut-être 50. Tu te demandes s'il y a eu un braquage du côté de Nkwabank. Tu comprends? Comment 50 policiers et gendarmes agglutinés, ils prennent toute la route. Ils interpellent toutes les voitures. En se jetant même devant les voitures, au péril de leur santé et de leur vie. Merci, Pierre Blériot, parce qu'il y a également vraiment cette affaire-là. C'est-à-dire, un policier bien un gendarme prend ton dossier et il le met dans sa poche. Il s'en va s'asseoir au bar. Il met ton dossier dans la poche, il va s'asseoir au bar. Tu es là derrière ton pote, tu ne comprends rien. Tu dis qui? Il s'agit de quoi? Je vous ai dit qu'il y a un qui m'a dit qu'il est de l'océan, il ne connaît que le préfet de l'océan. Il n'est pas là pour connaître les gens. Alors, on va lire ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Je commence par le 242, c'est le Congo. Bonjour Espace Miné, bonjour au sac de modérateur parfait Haïti et au Samuel Eto de consultant. J'ai nommé le Castou. Concernant la dénonciation, quand je suis interpellé, le policier me demande les pièces du véhicule. Je
salue poliment et je lui demande quelle est la pièce qu'il veut contrôler. Je lui remets les pièces au fur et à mesure. C'est-à-dire, il finit de contrôler une pièce, il me la remet, ensuite je lui donne une autre. Vous savez, il y a des policiers qui ne savent même pas les noms des pièces qu'ils vous demandent. Ils contrôlent la validité des pièces, mais ils ne savent pas détecter si la cylindrée indiquée dans le document est exactement celle qui correspond au véhicule devant eux. Ah, c'est clair. Ça, c'est... Incroyable. Un autre message, hein? Quelqu'un dit simplement bonjour, monsieur parfait, ici. On vous dit que nous avons des problèmes de contrôle en route. Vous passez seulement le temps à me saluer. Non, te salue pour te dire comment c'est que tu es là. Alors, bien le bonjour Info TV pour le Congo. Dites à votre invité, parfait, et vous-même, les policiers ne viennent pas au contrôle pour reconnaître les gens. Ils sont là pour faire ce qu'on leur a appris à faire à l'école. Que vous soyez ministre, préfet, député ou journaliste, il est censé faire son travail. Je vous rappelle que le président Aïdjo lui-même se faisait contrôler à Yaoundé. De grâce, soyez humbles. Nous disons simplement que identifier, il a parti de son, n'est-ce pas? Identifier, c'est quoi? Savoir qui est là, qui conduit le véhicule et quels sont les papiers. C'est ça l'identité. Je lui donne la réponse d'un officier de 3e grade après une erreur d'un de ses collaborateurs. Je leur ai dit, vous êtes en stage et de passage ici, je ne donne pas le commissariat. D'accord. On a des responsables à qui nous devons un minimum de respect et de courtoisie. Voilà. Qui vous a dit que... Non. Qui vous a raconté cela? Après donc le préfet du Foundi qui est en train de passer. Non. Alors, il faut même que je lui dise, parce que je suis fils de policier, est-ce que tu sais que tous les policiers travaillant dans le Foundi ont l'obligation de connaître physiquement toutes les autorités? Oui. De les connaître. Non, attends, vous partez loin. Ces policiers sont dans la rue pour le compte de qui? Du procureur. Sinon, puisqu'en fait, ils ne posent que des actes. Ils sont au service du citoyen. Ils sont même là pour protéger le citoyen. À l'époque, je suis dans la voiture du président du tribunal. Se présenter devant un gars. Le révérend est là. J'étais en train de dire, connaître physiquement les gens est important. Je dis n'importe quoi. Il pose un acte de police. Maintenant, imaginons que le procureur lui-même vient en route. Tu ne connais pas celui pour qui tu travailles. Ça veut dire qu'il y a un problème. Après, le type qui vient d'écrire dit qu'il faut être humble. Non, tu n'es... Non, on va chiffonner le procureur en route. Mais non, je dis que non, le procureur n'a pas été humble. Je dis... Parce que tu ne le connais pas. Hein? Parce que tu ne connais pas ce monsieur. C'est le procureur du tribunal administratif. Voilà, tu ne connais pas. Parfait, ici, je suis dans le véhicule avec un président de tribunal à Yaoundé à l'époque. Il arrive, c'est Abiteng. Un policier l'interpelle dans sa zone. Il est le président du tribunal de Kounou. Ouais. Et le policier, il lui donne son nom, le président du tribunal. Et le policier lui dit, et voilà. Tu attends les réponses. Il ne sait même pas qu'il est là. Et donc, le président lui dit, vous avez obligation de me connaître. Vous avez obligation. Si je suis en danger maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez obligation de me connaître. Donc, ça, c'est pas un manque d'humilité, c'est comme ça. Même au cimetière, les cadavres, on reconnaît, on distingue. Et vous savez, concernant ma situation, on m'avait demandé de faire une requête au DGSN. C'est-à-dire, j'aurais pu faire une requête contre ce commissaire. Parce qu'en haut lieu aussi, c'est-à-dire qu'en haut lieu, on m'a dit, faites une requête, mentionnez, j'ai laissé tomber. Encore et je vous dis, le DGSN non, c'est pas un policier. A même une ligne. Je dis bien même une ligne. Ou quand tu es dans ce genre de situation, tu appelles. Celui qui a demandé ça, c'est un policier sans grade. Je vais te faire savoir, c'est les 2 V là. C'est les excités là. Tu vois, non? Autre message ce matin, bonjour parfait, c'est une affaire sérieuse. Le contrôle de Manassa sur la route d'Onfou, quand il constate que le dossier est en règle, il jette même une pièce à même le sol pour te coller un motif. Il y a une autre au 15e, au nom de... Bon, il donne même le nom, mais il ne va pas quand même donner le nom. Et il dit qu'elle alors, c'est la magie. Et le genre de policiers là sont nerveuses. Elle a ses cotisations le week-end. Ah oui, mais oui, absolument. Autre message ce matin. Bonjour le panel. Je ne suis pas d'accord avec le monsieur en chemise. Dans un contrôle de police et gendarmerie, le gardien de la paix, le gendarme ou le gendarme-major en qualité d'officier de police judiciaire et sont libres d'effectuer le contrôle. J'ai dit faux.
Tout le monde n'est pas officier de police judiciaire. Il faut prêter serment. Passer même par une formation. Non, par contre, pour les gendarmes, même un V, sont officiers de police judiciaire. Auxiliaire. Non, le gendarme. Il passe un examen pour avoir l'OPJ. Oui, mais pour les gendarmes. D'autres même peuvent être marshal ou chef, mais n'est pas OPJ. Non, mais la réalité, c'est que sur la route, le gendarme, un V peut poser un acte de police judiciaire. Non, quand il est OPJ. Quand il est OPJ, il peut poser un acte de police judiciaire. Donc, ne pas mélanger. Ici, même les élèves policiers demandent les papiers. Non, tout le monde. Voilà, ne dites même pas que... J'espère que cette dénonciation servira de leçon aux mange-mille qui sont sur le tronçon, au bal à Yaoundé. C'est Gauthier depuis Mendon à Yaoundé. Chacun va donner un contrôle où il a été arnaqué. Alors, bonjour, monsieur le modérateur. Si vous posez le problème de soustraction des pièces lors des contrôles routiers et vous insistez sur vous, qui êtes connu par toutes les autorités, qu'en serait-il pour... vraiment, je ne sais pas. Peut-être nous ne sommes pas... Nous dénonçons pas pour nous-mêmes. Nous dénonçons. Moi, je vais vous dire, moi, je n'ai pas... Nous travaillons pour les citoyens. Des gens. Moi, je n'ai aucun problème sur la voie publique. Je dis bien aucun. Nous parlons pour les autres citoyens, justement, qui ne sont pas connus. Blériot, tu as un problème sur la voie publique? Moi, je suis l'ami de toute la police. Je viens de vous rappeler l'affaire que moi j'ai eue au Carrefour Vorumbi. C'est le chef de ce gardien de la paix qui est venu lui dire ouais, pourquoi... Si on devait regarder notre situation, on ne dénoncerait rien. Parce que mes amis policiers m'écrivent là maintenant pour dire que Blériot, comment tu nous exposes comme ça? Mais je dois bien dénoncer. Voilà, donc c'est pas... La dénonciation, c'est pour ça que j'étais en train de dire que ces dénonciations, en fait, sont à titre éducatif. Ça veut dire que quoi? Si quelqu'un te dit ce que tu as fait hier, refais le pour mieux, améliorer ton travail. La critique est la mère de la sagesse. Je le dis toujours. Si on te dit que tu as mal fait et que tu changes de manière de faire, ça t'aide toi-même déjà. Très bien. Alors, nous avons d'autres messages. Lisons peut-être 3 ou 4 derniers. Bonjour, parfait. Et à ton panel, vraiment, Alain Douc maîtrise le français comme un aristocrate. Concernant la dénonciation, un jour, un policier a carrément stoppé la circulation juste pour traverser la route. Mais c'est vrai, je vois souvent des choses. C'est-à-dire qu'un policier veut traverser la route. Il fait d'abord ça. Et tous les véhicules s'arrêtent. Mais bien sûr, et traversent. Mais il jouit de ça. Alors, ça tenue. J'ai vu ça plus d'une fois. Je pense qu'il y a souvent un problème. Après, je me rends seulement compte que c'est parce qu'il voulait traverser. Et dès qu'il finit de traverser, après, je le fais comme ça. Mais logiquement, il veut le faire pour tout le monde. Parfait. C'est normal. C'est le zèle du pouvoir. Et continue en disant, quand un enfant est têtu, c'est que non, il va faire la police ou l'obéir pour venir nous gâter les yeux en route. Non, c'est excessif. Hein? Et il dit ici, si vous remarquez bien, ils évitent les grosses voitures noires là. Vraiment, c'est pas sérieux. Non, ils sont sages. Ils ne veulent pas de problème. Alors, un autre message, hein, c'est Madame... alors, quelqu'un d'ici, je suis Madame Zoalan, une de vos abonnés vivant à Garoua. J'ai ma fille qui est à l'Estique et voudrait faire le stage. Il donne le nom d'une chaîne de télévision qui n'est pas celle-ci. Oui, mais sa fille ne sait pas quand on va déposer les dossiers de stage. Le genre de... Non, peut-être que c'est une erreur. Mais ça, c'est le genre de parent que je n'aide jamais. Sa fille a déposé les dossiers, simplement. Je n'aide jamais. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, certains policiers jettent les dossiers des véhicules au passage des camions qui ramassent des ordures quand l'on refuse de Tchoko. C'est Paul de Massassi. Pour ceux qui nous écoutent au Bangladesh, au Cameroun, Tchoko veut dire quand on refuse de faire montre de corruption. Bonne journée du mercredi, espace miné. Monsieur Niemek, ici, certains ignorent même qu'il faut d'ailleurs se présenter avant tout contrôle et que le devoir premier du policier est l'éducation du citoyen. Dieu merci, les brebis galeuses dans ce corps sont de plus en plus minoritaires. Rappelez-vous, monsieur Aïssi, un jour, je vous avais fait part du cas du policier dans l'arrière-pays qui, pour que le villageois lui donne quand même quelque chose, a demandé l'acte de naissance de sa moto d'être en Marois. Un autre message, la carte grise. Bonjour. Alors, la dame du stage de sa fille dit, est-il possible, monsieur Perfecto? Je pense que Blériot vous a répondu. Hein.
vous n'avez pas besoin d'intervenir pour votre fille si ce n'est qu'un problème de stage. Elle est à l'ESIC, elle connaît les lieux où se trouve. Bonjour la famille d'Espace Miné, je reviens sur le cas des patrouilles. Ils sont toujours suivis d'un OPJ, toujours demander l'ordre de mission à ces hommes en tenue. Je vois la CPT, Djomale depuis Douala. Il doit être oui, il y a toujours un chef de commandant de patrouille. Alors, allons du côté du plus 33, c'est un message qui nous vient de la France. Salut le plateau. De quelle formation on parle pour des institutions néocoloniales? Certains instructeurs et des recrues avec des faux... C'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. On n'est pas dedans. Il ne faut pas profiter de la pluie. Voilà. Bonjour chers tous. Les gars, les hommes en tenue là exagèrent un peu. J'ai vu un gendarme menacé en conseil municipal en Momba lors du retour de sa plantation sur sa vieille moto. Malgré la présentation de son poste de conseiller municipal, le gendarme a dit qu'un conseiller, et c'est qui devant lui? Ici, dans la localité de Mbanga, dans le Mongo, les gendarmes font le contrôle sur les routes du champ et menacent les pauvres papa et maman planteurs. C'était Henri depuis Mbanga. Pour qu'on leur donne des avocats autour du champ. Allons au 212. C'est un message qui nous vient du Maroc. Perfecto, il n'y a ni de live sur YouTube, ni sur Facebook. Aidez-nous à résoudre ce problème. Comme je sais que vous lisez souvent les messages à cette heure-là, à cette heure-ci, alors j'ai écrit dans l'espoir que vous le liriez. Voici la sagesse du jour. Demande conseil à ton ennemi et fais le contraire. Dixit PBN. Et si ton ennemi te donne le bon conseil? C'est pour dire que ton ennemi ne peut jamais te donner le bon conseil. Au plus 33, nous repartons du côté de la France. Bonjour parfait à tout le panel. À Yaoundé, bien avant que les mots ne deviennent vacarmes, il fut cette voix claire posée qui ouvrait nos âmes. Par le débat politique, il traçait les sentiers de la pensée, formant nos esprits, éveillant notre citoyenneté. Merci à vous, Roger Kiek de Kiki, le duc Roger, recteur du Grand Collège de l'été et de la pensée, maître des paroles justes et des silences éloquents. Votre œuvre demeure éclairante et inspirante. Nous sommes des millions de jeunes à qui vous avez appris les valeurs républicaines et à ne pas saper les institutions, quoi qu'il arrive. Hommage à Charles Atebe-Yene, Alexis Nkomoya, Pius Otu et tous ceux qui vous ont suivi dans votre pèlerinage radiophonique. Un jour-là, patrie vous sera reconnaissante. C'est Arnold Saf qui envoie ce message. Je crois qu'il Bonne reconnaissance à vous. Oui, il doit être en France. Oui, il est en France. Oui, il nous suit depuis une trentaine. Parce que comme tu disais, dans le cadre de la radio libre, nous sommes pionniers du débat ici. Avec tous les risques que cela comportait, vous savez dans quelles conditions Nkomoya a été tué. Il sortait, je pense, il sortait de là pour accompagner son petit frère à la dot. On l'a broyé. La voiture qui a tué Nkomoya était une voiture préparée. Voilà, voilà, vous savez. Il sortait du débat. Il sortait du débat. Comme vous sortez là, on sait qu'Alendo sort toujours là autour de 12 heures de l'émission de Parfait ici. Il va prendre le taxi là, à la montée de la gendarmerie et Foulane. C'est pour cela que j'empêche qu'Alendo ne prenne. Et une voiture est là en attente. Au moment Alendo qui est en train d'attendre le véhicule, l'autre voiture démarre. Nous avons été cognés. Alendo qui est en train d'attendre le taxi. Nous avons été cognés nous-mêmes, empoisonnés quelquefois. En 2008, je crois que je partais si j'étais là parce que j'avais été encerclé, vous vous souvenez. On ne revient pas dans ces conditions, mais exercer ce métier dans ce pays est un sacrifice. Parce que et ça mérite que les policiers vous reconnaissent. Oui, oui. Vous parlez, et puis nous travaillons pour améliorer la situation générale du pays, parce que comme il le reconnaissait, nous avons changé un certain nombre de choses. Dans ce pays. Merci. Hein, et c'est très important. Je remercie ce monsieur Schaff. Je crois qu'il est en France depuis un certain nombre de temps. Parce que c'était avec le plus 33. Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est que tous les fois où quelqu'un est contradicteur, c'est-à-dire vous donne un avis contraire, surtout les journalistes, pourquoi les gens en font un problème fortement personnel? Moi, je pense que quand je suis devant un plateau et que je reçois une information dangereuse, même parfois contre moi, j'essaye de faire ma pensée et voir où j'ai fauté. Les gens ne savent pas que la chose la plus dure, c'est l'introspection. Hein. Tout à fait.
Très bien. Ce matin, il était question simplement d'attirer l'attention des policiers véreux et des gendarmes véreux. Nous reconnaissons qu'à côté de cela, il y a également de très bons policiers dans ce pays. Il y a de très bons gendarmes. À cela, Espace Miné adresse ses sincères félicitations. Une touche pour s'impose. Avec Canal+, changez de dimension. Réabonnez-vous et accédez à la formule supérieure pendant 30 jours pour seulement 2000 francs de plus. Si vous êtes abonné Access, profitez de la formule évasion avec le meilleur du football et des chaînes Nollywood TV et Nollywood TV Epic. Si vous êtes abonné Évasion, profitez de la formule Évasion Plus avec toutes les chaînes Canal+ et les plus grands championnats sportifs. Pour vivre 30 jours d'expérience augmentée, réabonnez-vous en point de vente ou auprès de votre opérateur mobile. L'excellence hôtelière au service de votre confort. Avec 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie, Prodige Hôtel est devenu une référence en matière d'hospitalité et de confort. Depuis 4 ans consécutifs, le ministère du Tourisme et des Loisirs l'a élu meilleur hôtel de son département et dans sa catégorie, une distinction qui témoigne de sa passion pour l'hospitalité, de son service exceptionnel et de l'expérience inoubliable qu'il offre à ses invités. Situé à Kolafamba sur la route de Yaoundé-Mfou, à 10 mètres du collège Permonti, Prodige Hôtel vous propose 60 chambres luxueuses alliant confort et raffinement, équipées pour garantir un séjour agréable. Pour vos séminaires et colloques, découvrez nos 6 salles de conférences modernes dotées des dernières technologies pour répondre à tous vos besoins professionnels. Nos restaurants en plein air, au bord de la piscine ou à l'intérieur, vous feront vivre une véritable expérience gastronomique offrant une cuisine raffinée à chaque instant. Profitez de nos nombreuses commodités, les salles de fête, esplanades, salles de sport, instituts de bien-être et espaces de jeu pour enfants pour des moments de détente et de plaisir en famille ou seul. Prodige Hôtel, là où l'excellence devient une tradition, n'attendez plus, offrez-vous l'excellence, contactez-nous. Prodige Hôtel, votre bien-être, notre raison d'être. Cet événement citoyen, Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Béthane Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien. Nous sommes en plein cœur du marché SOS et nous sommes venus à la rencontre du bénéficiaire de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. C'est un boucher. Nous allons savoir ce qu'il en a fait des financements offerts par la mutuelle d'assistance et de solidarité. Je m'appelle Benja Mefire Jean-Claude. Ce financement a permis, 1, que j'augmente mon capital, et de 2, que j'envoie mes enfants à l'école, et de 3, pour que je me bâtis une belle maison dans mon village à Fouban. Moi-même, je prenais Masso comme les mises en scène. Mais quand moi j'ai gagné, j'ai vu que c'est du sérieux. Je les conseille, participer à Masso à 26 000 francs. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Mesdames et messieurs, faites comme M. Mefere en faisant confiance à la mutuelle d'assistance et de solidarité de Renapofna SA. De la longévité. Moi, j'insiste sur ces termes du tirage au sort de la Masso. Dans le cas, par exemple, de l'acte 4, comme M. Mefire, qui passe chaque mercredi quand je viens, peuvent déclarer au sortir du tirage au sort que j'ai gagné. Mais en réalité, quand on dit j'ai gagné, ça veut dire que je prends le lot et je l'emporte avec moi. Ce qui n'est pas vrai. Nous nous disons bénéficier parce qu'en réalité, vous devez rembourser l'offre obtenue. Et là, vous ne pouvez pas avoir gagné, comme on dit vulgairement au quartier. J'ai gagné chez nous au Cameroun, sous-entend que j'obtiens, je vais avec. Non, à la Masso, nous disons, il a bénéficié. Donc, il est un bénéficiaire d'une offre Masso. Et quand il bénéficie,
il rembourse à taux d'intérêt zéro la valeur de l'offre obtenue. S'il s'agit par exemple d'un écran plasma, l'évidence est que si l'écran plasma est d'une valeur de 400 000 francs CFA, le mutualiste bénéficiaire, après tirage au sort, va rembourser à taux d'intérêt zéro. Ça veut dire les 400 000 francs CFA, il rembourse rond. Ça veut dire que pas 400 000 francs, 400 000, 10 000. Non, non, 400 000 exactement. Alors si vous devez rembourser, vous n'avez pas gagné. Vous êtes bénéficiaire et avec le temps, vous allez devenir propriétaire. Ça veut dire dès que vous avez remboursé les 400 000, 10 000 francs ou 20 000 francs par mois sur une année ou 2 années, ça dépend du contrat avec la Masso. Dès que vous avez été tiré au sort, par exemple le 5 juillet prochain au stade Amadou Ahidjo Yaoundé, tiré au sort, non, vous n'avez pas gagné. Mais dans la joie, l'émotion, on peut comprendre que certains mutualistes heureux avec leur famille, que nous invitons d'ailleurs à venir encore le 5 juillet au stade Amadou Ahidjo Yaoundé, peuvent dire « j'ai gagné ». Oui, ça se comprend. Mais derrière le « j'ai gagné » là, il y a des procédures, il y a un règlement qui est mis sur pied, qui est même diffusé dans nos différents programmes. Nous disons, voici les conditions quand vous avez gagné, les conditions à remplir. Vous avez 15 jours déjà pour signaler que c'est bel et bien vous qui avez été tiré au sort. Nous avons également la liste. Et vous avez 45 jours pour toutes les procédures. Sinon, après les 45 jours, il y a forclusion. Vous n'entrez plus en possession du lot pour lequel vous avez été tiré au sort. Donc voilà un peu la nuance qu'il y a derrière l'expression gagner, qu'on ne refuse pas aux mutualistes. Hein. Ils sont libres de dire j'ai gagné, mais derrière j'ai gagné, il faut que tout l'ensemble des Camerounais et des Africains sachent qu'il y a des procédures et vous êtes donc bénéficiaire et avec le temps, vous devenez propriétaire de l'offre Masso. Merci pour toutes ces explications qui vont aider justement les souscripteurs. Oui. Les numéros utiles pour avoir d'autres informations concernant justement la Masso Acte 5. Oui, rappelons d'abord que Masso Acte 5, l'apothéose, c'est le 5 juillet 2025 dès 7h au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. 7h, 11h30, on met dans les urnes l'étiquette Tombola. 12h, 18h, on procède au tirage au sort. Donc, si vous voulez plus de détails, vous m'appelez au 693 93 02 31. Je peux reprendre 693 93 02 31. C'est le numéro WhatsApp également. Vous écrivez, vous appelez, vous aurez plus ample explication et tous les détails qui vont avec. Merci Jean-Patient Tiala. Vous allez également adresser nos salutations les plus cordiales à Emmanuel Noël Bissaï, le révérend pasteur, qui vous suit attentivement. Bonne journée Jean-Patient et nous disons à mercredi prochain aux 11h pour toutes les informations concernant donc la Masso Acte 5. Et à tout de suite pour la suite.
dernière ligne droite de ce programme nous amène justement à l'instant de l'analyse. Nous sommes mercredi, il s'agit de mercredi diaspora. Tous les mercredis, nous parlons de ces Camerounais qui sont allés de l'autre côté des frontières. Ils restent Camerounais, leur voix compte pour construire ce pays, le Grand Cameroun. Et voilà pourquoi ce matin nous posons une question. Nous vous le disions en ouverture. Doit-on créer un ministère de la diaspora au Cameroun? Je commence par le révérend docteur Ella Bertolo. Vous qui êtes à la tête de plusieurs organisations lorsque nous parlons de la diaspora. La question est simple ce matin. C'est nécessaire, c'est important de mettre sur pied un ministère pour la diaspora camerounaise? Parfait, je dirais, outré par certaines réactions quand on fait allusion à un ministère pour la diaspora. On compte très peu les structures ou les groupes qui peuvent faire 4%, à peu près 5% du PIB. Aujourd'hui, cette diaspora qui ne fait que 5% du PIB, c'est le dernier donné de la Banque mondiale en termes d'apport. Si on simplifie ça, si on capitalise ça comme ailleurs, comme au Sénégal, quand je dis un ministère pour la diaspora, c'est pourquoi? Le ministère des Relations extérieures qui s'occupe de la diaspora a beaucoup d'autres charges. Quand vous voyez que le ministre... Là-bas, je pense qu'il y a une direction. Il y a plutôt une direction. Une division des Camerounais de l'étranger. Oui, une division. Voilà, non, maintenant il y a un directeur, je ne sais pas si c'est une division. Mais je dis, un ministère est d'une importance capitale. Même si on veut enlever le titre ministre, hein, on peut donner un conseil. Il y a dans le pays, il y a le conseil supérieur de la diaspora, basé à la présidence. Je vais donner maintenant l'importance. Le Cameroun regorge d'une des diasporas les plus exceptionnelles qu'elle soit. Dans son bon... Oui, je suis sérieux. Et pourtant, habituellement, on passe autant à vanter la diaspora de l'Afrique de l'Ouest. Non, voilà ce qu'on est en train de faire. Sauf que la diaspora de l'Afrique de l'Ouest, c'est tellement bien organisé que les résultats et les actions sont totalement probants et visibles. Ici, on fait fonctionner la diaspora en sous-marin. Je vais vous donner une histoire. Tout le monde a entendu parler de la mise sur pied d'un satellite au Cameroun. Oui. Vous savez pourquoi le projet a échoué? Non. Parce que c'était deux Camerounais. Tout le monde connaît le docteur Simo, la NASA. Oui, oui. Que j'ai reçu à une certaine époque. Voilà. Voilà. Donc, l'unique Camerounais depuis qui travaillait à la NASA. Hein. Le monsieur, ils ont mis des projets sur pied, prêts à être faits. Mais le problème de la gestion, le ministre des Relations extérieures a beaucoup de dossiers. C'est un trop gros ministère. Les relations extérieures sont tellement... Et la diaspora est assez délicate. Je n'ai pas envie de parler comme... je ne vais pas allusion à ce que Blériot appelle ici, là, il a un nom que Bleu tue, là. Et là, c'est pas pour moi, je ne les appelle pas diaspora. Sur les 6 millions de Camerounais vivant à l'extérieur, je peux vous dire avec assurance que près de 3 500 000 sont des hommes d'une valeur impressionnante. Pas forcément avec des diplômes. Mais je voudrais dire ça la dernière fois que je vais dire un chiffre. On a au moins 300 Camerounais milliardaires en dollars, en euros. Je dis au moins. Imaginez, si je commence à vous monter des projets de la diaspora au Cameroun, il y a des gens qui ne vont pas se lever. Donc, quand on dit capitaliser, organiser, et je ne peux pas vous dire combien de projets ont fait floppy à cause du non-encadrement ou du mauvais encadrement du ministère qui a d'autres charges. La diaspora au Cameroun, plus que jamais, a besoin d'un organisme indépendant qui s'occupe. Le conflit entre la diaspora et le ministère aujourd'hui était lié au visa. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce que le problème était réglé. Maintenant, si on veut capitaliser les valeurs, je prends mon cas sur le plateau. Ouais. Parfait. Ce que j'ai déjà amené au Cameroun, c'est parce que je suis courageux. Beaucoup d'échoués sont partis. Aujourd'hui, je peux vous dire avec assurance, sans risque de me tromper, que ce que j'ai amené au Cameroun est assez louable. J'ai une 50aine de personnes qui dorment chez eux parce qu'ils ont espoir qu'un jour ils vont se réveiller. Et ça, je ne suis pas 25%. C'est-à-dire que si on me mesure, il y a 75% au-dessus de moi qui font. Donc cette bataille que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'on amène nos enfants.
qui sont dans ces écoles, qui ont des valeurs sûres. Aujourd'hui, à la NASA, il n'y a pas que 6 mots. Ils sont une dizaine. Donc, tous ces gens, on doit les encadrer d'une manière particulière. Oui, on doit les encadrer d'une manière particulière. Pourquoi? Parce qu'ils ont acquis une autre nationalité, pas forcément parce qu'ils voulaient. Prenez seulement dans le football. Il y a des gens qui ont cette double nationalité, qu'on utilise quand même au Cameroun. Parce qu'on l'utilise. Et comme ça, en dehors du football, on a des centaines et des centaines de cadres qu'on paye qui peuvent venir accompagner tout ce qu'on peut avoir au Cameroun. Merci. Tout en soulignant que nous aurons tout à l'heure au téléphone Dr Joël Eric Olinga Mbada. Il est économiste, enseignant d'université du côté de Montréal au Canada. Il est justement un jeune Camerounais de la diaspora. Alors, on a suivi, révérend docteur Ella Bertolo. Il sait de quoi il parle, Roger Dieck, parce qu'il vit de ce côté depuis pratiquement 3 décennies. 2 décennies, pas fait 2. 2 décennies. Donc 21, bon, 2 décennies. 21 ans. 20 combien? 21 ans. 21. Bon, je vous souhaite de vivre 3 décennies, après vous rentrez au Cameroun. Ah non, je suis déjà en train de rentrer. Ce sont les filles qui vont continuer. Moi, le Cameroun, c'est mon... J'ai déjà atterri, en tout cas, pas fait. L'importance de mettre sur pied tout un ministère dédié à la diaspora, c'est un peu trop, ou alors une simple division suffirait, comme c'est le cas actuellement, du côté du ministère des Relations extérieures? Non, je pense qu'il faut tout un ministère en charge de la diaspora, ou alors un haut commissariat en charge de la diaspora, une structure vraiment importante, pilotée par le Premier ministère ou par la présidence de la République. Vous savez, il a été modeste tout à l'heure. La diaspora dans certains pays, c'est 10% d'apport au produit intérieur brut. Et c'est 2,9% de réduction de la pauvreté. Quand vous voyez la brocante là, on vend des réfrigérateurs, tout ce que vous voyez là, c'est des gens qui envoient et des familles entières vivent de cet apport important qui est répercuté dans l'économie, même à titre informel, mais c'est très important. Le Sénégal, le Mali, ces gens-là qui nous font le pain chargé ici, rapatrient de l'argent tous les jours. C'est-à-dire, tout ce qui est travaillé ici ne tourne pas ici. Les Chinois. Les Chinois rapatrient leur argent. Tous les grands pays ambitieux fonctionnent avec leur diaspora. Vous savez, il ne faut pas toujours criminaliser ces gens qui se trouvent de l'autre côté. J'ai fait une petite étude psychologique du comportement de l'homme. Quand vous faites des sociotypes, tout homme contemporain aspire au mieux-être. C'est normal. C'est-à-dire l'homme moderne veut vivre mieux. Il a des ambitions, il a des projets. Il regarde la télé. Le storytelling qui est conçu par les médias occidentaux te laisse croire que ici, c'est rien. Tous les meilleurs ingénieurs que nous formons ici, les médecins, les scientifiques, ils sont absorbés à l'extérieur. Et à l'extérieur, on leur demande de ne jamais revenir ici. Par contre, vous avez moi, j'ai des Canadiens. Je connais un monsieur que vous appelez Vomdivelou, un Canadien qui est presque boulou, qui vit ici. Il a piloté des projets aéronautiques ici, il est dans la finance. Eux, ils trouvent que l'avenir se trouve ici. Nous pensons que l'avenir est ailleurs. Mais toujours est-il que ces Camerounais-là ont parfois des difficultés à faire parvenir leurs sous ici. Quelqu'un envoie son argent pour construire une maison et il se fait rouler par ses soeurs, ses frères, ses cousins. Si on décide de capitaliser cette diaspora, de les accompagner dans tous les projets, de leur donner toutes les facilités, y compris les facilités foncières, vous verrez un effet d'entraînement extraordinaire. La diaspora n'est pas que folklorique à travers la base, tout ça, c'est des petits résidus, c'est pas la diaspora. C'est pas la diaspora, ça. Simon, dont vous parlez, je l'ai rencontré au hasard une fois, mais j'ai été avec des anciens amis, des aînés. Un jour, on a eu un problème ici parce que le président, bon, je ne sais pas un secret d'État, on peut en parler. Le président a été obligé de traîner au stade d'Omnisport jusqu'à 19 h. La finale de la Coupe ne s'est pas vite terminée. Pour que le président parte du stade d'Omnisport pour étudier, il faut une couverture satellitaire pour des raisons sécuritaires. Si vous ne couvrez pas le ciel, il ne peut pas bouger parce que n'importe qui peut le déglinguer à distance. 6 mois a aidé. Parce qu'apparemment, le Cameroun avait demandé à la France n'a pas donné. 6 mois, en un temps, 3 mouvements.
Parce que c'est vous dire un peu un certain nombre de choses. C'est un cerveau. Hein. Ah oui. Il nous a donné, grâce aux moyens américains, là où il était et tout. Parce que c'est des sociétés, c'est des organisations. Les gens se connaissent. Si vous voulez mener une opération ici, là, vous avez affaire aux terroristes ou tout ça, il vous faut une couverture satellitaire pour mener de manière ponctuelle un certain type d'opération. Et vous avez des gens comme Simon. Vous avez un autre Américain, un autre Camerounais anglophone, qui est le père de l'anneau gastrique aux États-Unis. Vous savez que l'obésité, les hamburgers, ils posent des anneaux gastriques. Il est multimilliardaire. Mais quand vous avez des gens comme ça, qu'est-ce qui vous empêche de les intéresser, de les attirer et de les amener à venir participer à développer? Parce que nous parlons là de développement. C'est tout. Si nous voulons intégrer la diaspora comme acteur, facteur et moteur de développement, il faut toute une institution ministérielle ou un haut commissariat en charge de la diaspora qui va les détecter, qui va les répertorier et qui va... ça peut impacter même l'enseignement supérieur. Vous pouvez avoir des filières à Polytechnique qui vont être influencées par l'expertise, l'expérience de cette diaspora. Donc c'est un sujet extrêmement important. Merci Roger. Alain Douk, est-ce qu'il n'est pas temps que le politique au Cameroun comprenne que la diaspora n'est pas faite que celle qui insulte, celle qui vandalise, et qu'il faut à un moment donné que ce politique sorte un peu des émotions pour penser grand et voir de manière plus profonde, en intégrant ces Camerounais, comme le disait tout à l'heure le révérend docteur Ella Bertolo, ces valeureux Camerounais qui sont à l'extérieur mais qui se sentent orphelins, en les intégrant au niveau justement de la construction de ce pays, et peut-être justement en mettant par exemple tout un ministère dédié à ces diasporas-là pour mieux cerner leurs problèmes dans le but de les résoudre. Les autorités publiques savent exactement où nous en sommes, ce que cette diaspora peut apporter au pays. Vous voyez, il ne fonctionne même pas déjà ceux de la diaspora, même à 10% du plein régime de ce qu'il pourrait apporter au développement du pays, qu'on commence déjà à se gargariser du 4%, 5% de contribution au PIB. Or, il y a une atmosphère générale. Alain Douk, avec votre permission, hein, nous partons du côté de Montréal au Canada, où s'impatiente le docteur Joël-Éric Olinga Mbada. Joël-Éric Mbada, bonjour. Bonjour, parfait, et bonjour à votre panel. Je souligne que vous êtes enseignant d'université du côté de Montréal au Canada. Vous êtes économiste. Ce matin, nous nous posons une question simple, mais peut-être essentielle. Êtes-vous de ceux qui pensent qu'il est temps de mettre sur pied tout un ministère dédié à la diaspora au Cameroun? En fait, je suis très agréablement surpris par les réactions des membres de votre panel, beaucoup de discussions. Je pense effectivement qu'il faut avoir un véhicule qui permette d'encadrer les rapports entre la diaspora et le gouvernement et l'État de manière plus générale. Je vois que dans certains pays, par exemple, Côte d'Ivoire, on a rajouté à l'intitulé du poste de ministre des Affaires étrangères, ministre de la diaspora. Je vois que c'est Sénégal, effectivement, on a place au niveau du ministère étranger. Le Cameroun pourrait s'occuper de ces expériments, créer un ministère qui serait rattaché au ministère des Relations extérieures qui existe actuellement, ou essayer de détacher la direction qui existe pour en faire un commissariat, comme l'a proposé un des membres de votre panel. Mais le plus important, je pense, pour la diaspora, c'est que les missions de cette outil-là soient définies et que là soit sur l'accompagnement des économiques et la facilitation des projets d'investissement. Je pense que c'est vraiment des axes qui sont plus importants pour la diaspora. Alors, docteur Olinga Mbada, quelles pourraient être les missions de ce département ministériel, les missions fondamentales? Comme je l'ai dit précédemment, je pense qu'il y a qui l'a bien mentionné quand il a pris la parole.
il y a eu beaucoup de projets qui malheureusement ont pris l'eau parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'appui. Moi, je me souviens que je suis allé du côté de Houston, par exemple, du côté de Houston aux États-Unis, et là-bas, il y avait un groupe d'investisseurs qui voulait faire une entreprise de gaz au Cameroun. Et pour une raison quelconque, le projet a capoté. Donc, pour moi, la chose la plus importante, c'est vraiment l'accompagnement dans les projets. La deuxième chose, ça ne va pas vous étonner, c'est le foncier. La plupart des personnes qui sont dans la diaspora rêvent de revenir au Cameroun. Maintenant, il y a beaucoup de difficultés à obtenir des titres fonciers, à obtenir des financements même pour finaliser des projets immobiliers et à passer même au travers des procédures. Le foncier, c'est notre enjeu. Et je dirais que peut-être la troisième chose serait le dialogue politique. Le dialogue politique, pour moi, c'est la chose qui est la moins importante. Les membres de votre panel l'ont souligné. Nous avons déjà, par exemple, le droit de vote, un certain nombre de facilités qui nous ont été accordées pour l'obtention des visas. Donc, je pense qu'au niveau même politique, les choses avancent, mais les principales missions que je pousse ce mécanisme-là, c'est l'économie, l'investissement et la facilitation de certaines marches administratives. Pour moi, c'est les missions les plus importantes et les plus pratiques. Merci, Dr Joël Eric Mabada. Merci d'avoir donné votre avis pour ce sujet inscrit à l'ordre du jour. Enfin, ici, c'est moi. Merci. Merci beaucoup. J'espère que la qualité sonore y était. J'avais un problème de retour. J'espère qu'à la maison, c'était mieux. Alors, Alain Douk, c'est vous qui aviez la parole. Vous la reprenez et vous allez chuter. Je chute déjà. Vous la reprenez d'abord. Bon, d'accord. Et naturellement, bien, vous allez chuter. je dis, comme il n'y a pas de temps, ce que je vais faire là, c'est comme ça, vraiment en vrac, balancer un certain nombre de faits sur le besoin véritablement de créer ce pôle ou un ministère pour gérer spécifiquement les problèmes de la diaspora. Au niveau des pouvoirs publics, l'adresse des problèmes de la diaspora a été constatée, actée. Le problème, c'est que jusqu'ici, dans la gouvernance de la problématique, il y a des flops. Vous savez que, par exemple, en 2010, il y a eu un forum au Palais des Congrès pour traiter du sujet et tout. On n'a pas des résultats jusqu'aujourd'hui. Voilà. On a le programme d'appui au retour des immigrés camerounais au niveau du FNE. Ça ne marche pas. Comme les résultats montrent que ça ne marche pas. On a un pôle comme ça aussi pour gérer le retour des jeunes Camerounais de la diaspora et permettre leur insertion socio-économique au niveau du Cameroun, au niveau du MINJEC. Est-ce que ça marche? Est-ce que les résultats sont palpables? Vous voyez donc qu'il y a une préoccupation gouvernementale à adresser le problème de la diaspora. Et jusque-là, ça ne marche pas. Donc, il est peut-être question maintenant de changer d'ingénierie et de se dire, puisque le problème est prégnant et que nous n'arrivons pas à trouver la bonne solution, créons donc totalement une entité, pourquoi pas ministérielle, qui va gérer spécifiquement le problème de la diaspora en trouvant le meilleur des organigrammes et en donnant la feuille de route qu'il faut. Vous savez, au niveau de la division des Camerounais de l'étranger ou de la direction des Camerounais, au niveau des relations extérieures, les charges des relations extérieures, comme disait sont énormes. Finalement, dans la problématique de la diaspora est phagocytée dans le Monsieur Ndou, je vous en prie, vous avez une division de l'Amérique, une division de l'Europe, vous avez une direction de l'Amérique. Maintenant, vous ne pouvez pas, le satellite dont il parle ici tout à l'heure, rien que l'étude de faisabilité par le ministère des Postes a coûté 1 milliard. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut tout un ministère qui s'occupe de ça. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas déjà assez de temps. Vous voyez comment parfait me mettait la pression. Ici, il faut passer le temps à m'occuper. Allez-y, allez-y. C'est pas gentil. Bon, je vais comme ça. Hein. Je mets le pied dans la fourmilière. Déjà, j'ai parlé ici de la géostratégie. Il faut arrêter de croire que sortir est un problème. Sortir peut être un atout. Et l'État peut commencer à réfléchir dans une certaine ingénierie de la promotion même de la sortie d'un certain nombre de Camerounais pour aller acquérir ce qu'il faut. Le père de la bombe atomique de Chine,
Ben, c'était un membre de la diaspora chinoise qui est allé très haut dans la recherche scientifique sur dans le nucléaire aux États-Unis et qui finalement est rentré en Chine. Même chose avec le père de la bombe atomique du Pakistan. L'Inde, le Pakistan. Exactement. Il y a encore d'autres pays là. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il ne faut pas avoir peur que les gens sortent. Et il ne faut pas briser la passerelle qui unit le pays finalement avec ceux qui sont sortis. Il faut qu'il y ait cette plateforme où on peut circuler en circularité, librement. Parce que ici, les conditions de travail ne permettent même pas parfois qu'on puisse les rétribuer. On ne va pas exiger des gens qui reviennent totalement et qui ne se déplacent plus quand on n'a pas créé les conditions qu'il faut. On peut aller progressivement le temps que le Cameroun devient beaucoup plus riche, de telle sorte que là, par un certain nombre de mesures, on sait qu'on peut les amener définitivement à rentrer. Eux, les membres de la diaspora sont aussi le miroir du pays là-bas. Parce qu'il y a tout, il faut savoir que la communication est le véritable pouvoir. Est-ce que le ministère en question devra travailler avec les différentes organisations de la diaspora partout dans le monde? Question de promouvoir quoi? La destination Cameroun. Hein, des événements culturels où on invite le gratin des pays de cette diaspora-là. Partout dans le monde. On doit voir un recensement de tous les Camerounais où qu'ils se trouvent dans le monde. C'est le ministère en question qui doit gérer ça. Qui fait quoi? Dans quel secteur? En quoi il peut nous être utile? Comment on peut l'aider à atteindre ces fins là-bas dans le pays où il se trouve? Je dis tout ça pas rien que les pays occidentaux. C'est de ça qu'il s'agit. Et comment même ceux qui sont en situation irrégulière dans les pays où ils sont, comment on peut les récupérer? Comment on peut les booster, leur permettre, bien qu'ils soient arrivés là-bas illégalement, à atteindre leurs objectifs, les former là-bas pour qu'ils reviennent être utiles? En tout cas, je dis il manque du temps. Tu as tout dit. Je voulais ajouter quelque chose. Vous aurez voulu avoir 2 jours. Non, il y a quelqu'un qui ok. On passe d'abord la parole. Et j'ai vraiment besoin, il vient de dire quelque chose. Oui. Alors, Blériot, moi j'ai un autre souci. Oui, nous sommes en train de claironner là, nous sommes en train de demander de tous nos vœux qu'on mette sur pied tout un ministère dédié à la diaspora. Est-ce que nous avons la ferme conviction, en mettant tout un ministère dédié à la diaspora, qu'on va résoudre vraiment les problèmes de ces Camerounais de l'extérieur, puisque au Cameroun, il y a des ministères qui sont en charge des domaines bien précis, mais on n'a pas l'impression que ça marche. Ok. Il faut bien nommer les choses. Vous verrez dans les missions qu'on essaie d'attribuer au ministère, au futur ministère de la diaspora, que ce futur ministère aurait des missions transversales. C'est-à-dire, il se retrouverait dans beaucoup d'autres ministères aujourd'hui. C'est-à-dire, le tourisme va perdre quelque chose. Le tourisme ne fait pas grand-chose actuellement. Bon. Le ministre d'État vient avoir une balle perdue. C'est pas une balle perdue. Non, on ne classe pas les Est-ce qu'il ne va pas gagner quelque chose? Non. Il va gagner? Non, lui va perdre quelque chose parce que ce qui l'intéresse, c'est d'avoir sa cagnotte. On parle de Cameroun. Donc je parle de lui. Lui ne va rien gagner. Il va perdre quelque chose. Alors, ainsi de suite, le ministère de TIS... Vous parlez par exemple des questions d'identification. Ça veut dire que c'est un ministère transversal. Ça ne peut pas être dans le régime de Biya un ministère. Un tel pouvoir ne peut être logé qu'à la présidence. Parce que ce n'est que la présidence qu'on respecte ici. Au commissariat. Vous comprenez? Bon, si c'est dans un autre régime, parce que bon, parlons aussi de la fin de ce régime. Imaginons, ne disons pas toujours comme si c'est celui-ci, lui, il a déjà fait ses choses et ses choix. Dans une autre perspective. Et qui t'a dit que c'est la fin de ce régime? Vous lisez dans une boule de... Non, mais elle est sur la fin. Je peux déclarer que c'est la fin, toi tu déclares que c'est le début. Donc, dans une autre perspective, quand vous allez, j'aime prendre des faits très simples. Parfois ici, lors d'un deuil, vous verrez qu'on identifie les gens. On dit belle famille, vous voyez. Si ta belle famille arrive, elle ne trouve pas le stand qui lui est dédié. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste debout. Quel est le stand que nous avons dédié à des gens comme ceux-là, la diaspora? Il leur faut un stand visible. Parce qu'ils ont les moyens de nous accompagner dans la croissance économique. Absolument. Il leur faut donc un stand visible. Qui a peur de leur stand visible? Bon, la vérité c'est que le régime actuel a peur des idées politiciennes qui habitent certains membres de la diaspora. Donc vous allez venir avec votre affaire, la presse, ça va tourner comme ça. Ça va tomber sur les élections. Tout ce qui préoccupe le régime actuel, c'est les élections.
Donc si vous pouvez faire ça sans que ça touche les élections, je vous assure, si la diaspora pouvait rassurer le régime actuel, on ferait tout. Sauf les élections. Oui. On fait, mais dès qu'ils pensent que ça peut toucher... Mais bien que tout est politique du maniement du... Ah ben, quelqu'un ne peut donc pas mettre son argent dans une affaire sans s'intéresser à la gestion de cette affaire. C'est que tout est politique. Voilà. Bon, parfait, je voulais dire quelque chose. Non, pas en quelques secondes. Ce même gouvernement a mobilisé, je dis bien mobilisé, lors du grand dialogue national dont je faisais partie, toute une commission, la commission 7, pour la diaspora. Oui. On n'avait que 5 résolutions. Je dis, elle n'était que 5. Un au commissariat ou un ministère dédié, un guichet unique pour accompagner les gens de diaspora, comment on appelle, des journées camerounaises à l'extérieur, et il y avait d'autres autres choses, la double nationalité, forcément. Je vous dis, j'ai honte dans ma chair. Et pour l'instant, rien n'a encore été dit. Non, moi je dis encore que vous voulez vraiment nous égarer. On ne peut pas avoir organisé le grand dialogue parce qu'il y avait la guerre au Nozo. On ramasse la diaspora. Je vous avais bien dit que c'était un enfumage. C'est ça la technique. On a ramassé tous les problèmes à la fois pour ne résoudre aucun. Bon, voilà. On dit que la diaspora... Mais sauf que, n'est-ce pas, j'ai dit on a inclus, parce que moi je suis... C'était le grand dialogue. L'argent dépensé? En termes d'argent dépensé pour l'organisation de cet événement, je crois qu'on aurait dû créer 3 ou 4, 5 centres de santé avec des plateaux techniques à la hauteur. Parfait. Je n'ai pas les chiffres, mais je connais, parce que moi... Vous n'avez pas émargé? J'ai émargé, je n'ai pas peur de dire. Mais pourquoi tu as pris dans cet argent qui pourrait construire les écoles? Parce que je venais, écoute, parfait. L'argent que j'ai pris avec lequel on m'a trompé, avec le courage avec lequel je suis calé au Cameroun, est 200 fois, non, 500 fois moins que ce que j'ai dépensé au Cameroun aujourd'hui. Si on était pris dans le piège, comme ça, sans Camerounais, je crois que beaucoup seraient morts. Si beaucoup ne sont pas morts. Vous savez, on a... Votre apport, c'était simplement d'aider dans la résolution de la crise, puisque Maître Salai, qui est aux États-Unis, a obtenu des résultats. Ça, c'était important. Politique. Non. Salai avait une opération à part. Non, je vous dis l'objectif dans le grand dialogue. Quel est le salaire qu'on donne dans Salai? Non, je ne sais pas. En termes d'argent. Je ne sais pas ce que le FLEO non. Mais en termes d'honneur, c'est un patriote. Et je voulais dire que un patron de la diaspora du Cameroun est dispersée dans le monde. On est d'accord. Elle ne saurait être gérée par une petite division du MINREX. Il faut tout un haut commissariat pour la gérer, parce qu'elle est importante pour le développement économique et socio-culturel, même pour les formations des jeunes dans l'avenir. C'est un dossier à prendre très au sérieux. Disons, peut-être gérons à ce régime que dès que l'élection présidentielle sera terminée, eh bien qu'on ouvre les bras à la diaspora. Pourquoi on ne peut pas ouvrir avant l'élection? Parce qu'on a peur de son apport. Vous savez, Vladimir Poutine, c'est la diaspora russe. Il était au KGB en Europe de l'Est. Et les Occidentaux structurent aussi souvent sur le plan politique cette diaspora. Ne prenez pas ça naïvement, parce que parfois l'Occident travaille ses futurs dirigeants. C'est un couteau à multiples tranchants. On peut encadrer ça, Roger Guirec. Bonjour parfait à ici et à tout ton panel. Nous pouvons créer un ministère de la diaspora en travail pair avec le ministère des Relations extérieures et des ambassades qui devront faire un recensement du type de diaspora que nous avons à l'étranger, à savoir les sans-papiers, les étudiants, les professionnels, etc. Et nous devons les classer en catégories pour statuer sur leur degré d'implication dans le développement du pays. Le ministère de la diaspora devra également travailler pour le retour des cerveaux au Cameroun, puisque nous souffrons de la fuite des cerveaux. C'est aussi intéressant de voir comment notre diaspora a une jeunesse estudiantine très forte à l'étranger. Ils peuvent, à travers des initiatives, rapprocher ces étudiants camerounais de la diaspora et ceux du Cameroun en organisant des colloques
colloques et des séminaires pour qu'ils puissent avoir un partage des dynamiques, des résultats et des visions, puisque la vision d'un étudiant de la diaspora peut être complémentaire à celle des étudiants ici au Cameroun. C'est l'enseignant de Kama qui envoie donc ce message. Prenons rapidement d'autres préoccupations. Ce mercredi matin, nous parlons donc de cette diaspora. Salut le panel. Le Cameroun a besoin du ministre de la diaspora car celui-ci est chargé de maintenir et renforcer les liens entre l'État et ses citoyens vivant à l'étranger. Il veille à la protection de leurs droits, facilite leurs démarches et encourage leur participation au développement du pays. Il mobilise la diaspora pour des projets d'investissement et de solidarité et travaille avec les ambassades pour organiser des activités culturelles et assurer un bon accompagnement des expatriés. C'est Yvan, le sénateur, qui envoie le message. Vous êtes sénateur d'où? Nommé ou bien élu? Autoproclamé. Autoproclamé, hein, Yvan. Alors, passons. Bonjour parfait à ici ainsi qu'à ton panel. Juste pour une préoccupation. Pourquoi les candidats à l'élection présidentielle ne peuvent pas s'inspirer de vos émissions pour bâtir leurs projets? Vous dites tout et faites tout pour que les lignes bougent dans notre pays et pour le mieux-être des Camerounais. Thierry de Yaoundé. Ah, Thierry, je vais donc faire quoi? Puisque ces candidats, en suivant espace miné ou bien libre expression, Thierry pense qu'ils peuvent bâtir leur projet. Parfois, c'est moi qu'on arrête d'enfumer les gens avec les affaires de projet. Les gens écrivent de très beaux projets pour ne rien réaliser. Ça, c'est ça le problème. Ah bon? Ibrahim Traoré n'a aucun projet. Il est en train de réaliser. Il a une vision. Alors, nous prenons rapidement ce message avant de revenir sur nos invités. Bonjour Perfecto, je pense que ce problème de la diaspora mérite une attention particulière des autorités camerounaises, car il existe plusieurs entités aujourd'hui qui essayent chacune à sa manière de traiter des questions de la diaspora. Chacun y va de son entendement. Or, une entité plus appropriée pourrait recadrer et redéfinir cette action de la diaspora camerounaise. C'est Clémento de Yaoundé. Ça doit être le frère d'un Espagnol, lui-même il est espagnol. Clémento de Yaoundé. Alain Douk, un ministère de la diaspora, nous parlons ici. Et le président de la République dit que vous parlez pour vous là-bas, lui il a d'autres priorités. C'est un peu ça, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer dans l'économie de la sécrétion des idées. On ne sait pas de quoi demain est fait. Peut-être que quelqu'un jugera pertinent ce que nous disons aujourd'hui et voudra l'implémenter dans une autre république. Mais moi je dis que ce ministère même devrait aller plus loin. On le fait déjà avec le football. On pourra même être à même d'aller faire la cour à ces descendants de Camerounais qui eux-mêmes ne sont pas camerounais, ont de par leur naissance acquis la nationalité du pays de leurs parents. Voilà, mais s'ils peuvent nous apporter quelque chose, on leur proposera d'adopter la nationalité de leurs parents et de venir se rendre utile pour le pays. Comme je te disais, il y a peu de temps, et nous sommes plusieurs, chacun a quelque chose à dire. Donc, très bien. Roger Kiek, il y a quelqu'un qui dit ici, et je prends sa communication à qui je vous adresse cette question-là. Bonjour parfait à tous les panélistes. Concernant le thème du jour, je pense qu'un ministère de la diaspora ne servirait à rien, sinon qu'à augmenter les postes de dépenses de l'État et son train de vie, ce serait du gaspillage, étant donné que nos ambassades à l'étranger ont en service au département de la diaspora. C'est Merlin Petit depuis Nkomo à Yaoundé. Moi, je crois qu'il se trompe. Hein. Paul Biya lui-même était un ancien de la diaspora. Hein. Et Paul Biya est un ancien de la diaspora. Le plus clair de nos gouvernements. Parce que je ne sais même pas ce que vous mettez dans la diaspora. Les Emingue, c'est la diaspora. Tous ces gens-là. Tous c'était de la diaspora, mais je ne sais pas, on veut mystifier, je ne comprends pas. Les gens de la diaspora sont devenus trop dangereux. Il y a quelques rares là qui ne sont pas de la diaspora. Nous tous, nous avons un peu fait le maquis. Bon, Jérôme a été formé, et Paty s'est formé au chemin de fer. Non, il a voyagé. Mais c'est ça, non? De ceux qui sont de la diaspora. Maintenant, on voit ce qu'ils sont devenus. Regardez un peu, j'ai discuté avec un Camerounais, et Eugène Nyambal.
Je connais Niambal. Il était chef de mission à la Banque mondiale, à la Société financière internationale. Niambal, il a une expertise, il a aidé à redresser le Rwanda. C'était le patron de l'ancien ministre. J'étais avec lui l'autre jour. Vous ne pouvez pas mesurer la quantité de ressources humaines, d'expérience que nous avons au sein d'expertise. On n'est même pas encore dit. Je vous dis qu'il y a des Camerounais qui sont venus proposer ici la collecte des ordures. Ils ont dit, nous ne vous demandons rien. Nous collectons les ordures, nous transformons, nous créons du gaz, de l'électricité, des engrais, et nous allons payer les fonds de contrepartie du Cameroun. C'est-à-dire, nous ne vous demandons rien, nous allons seulement produire et tout le monde trouve son compte. On a pris le projet, on a mis là. Oui. Il parlait tout à l'heure des satellites. Dès que tu arrives avec un projet, on te dit, le responsable ministériel te dit où est sa part. Ou alors, il veut rentrer. Non, il rentre dedans. C'est-à-dire que vous lui donnez un actionnariat dans le projet. Si vous n'avez pas une structure qui a des missions de souveraineté et qui est censée piloter, dans le but de capitaliser tout ce dont nous sommes en train de parler ici, si vous voulez mettre le fonctionnariat bureaucratique pour gérer la diaspora, parce que quand quelqu'un prend ses dispositions, il arrive ici. Il a 30 jours. Il est à l'hôtel. Il gaspille l'argent à l'hôtel. Il monte. On lui donne des rendez-vous des fois au ministère. Il arrive le matin. On le libère à 18 h. Dès qu'il a perdu 2-3 semaines, il s'en va. Entre-temps, il a pris un rendez-vous avec un ministre. Le ministre a dit passe. Viens demain. Viens après-demain. À 14 h. Et il se pointe à 18 h. À 23 h. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas. Ça me plaît aujourd'hui que je me rende compte que des Camerounais même sont conscients que la diaspora peut être utilisée. Je vais vous dire quelque chose de parfait. Je pleure. En quelques secondes. Je pleure tous les jours ici. Dans mon téléphone, je peux monter 30 projets. S'ils me permettaient de donner leur nom, tous sont multimilliardaires. Un m'a envoyé, m'a dit, je vais faire cette petite chaîne. Je vous donne le montant. Oui. 40 milliards de francs CFA. Qui va faire en privé. C'est un groupe privé, donc, dans une zone... Et pourquoi il ne le fait pas? Non, il est en train de chercher... Un prête-nom? Pas un prête-nom, quelques garanties personnelles. Parce que lui, il est... Ah oui, parce que vous venez avec votre agent, il est sécurisé. Hein? Je vous dis que ce monsieur travaille avec l'État américain. Est-ce que son agent ne va pas disparaître? Je dis que... Lui ne demande rien au gouvernement. Je vous dis qu'il a même acheté ses propres terrains. Maintenant, il était dans un... Vous faites entre 40 milliards. Il y a une procédure. C'est la sorcellerie. Non, mais quand nous parlons... Toi, tu veux amener des... Je vous dis que c'est la sorcellerie. Parfait, ici, vous parliez du ministère. Parce que parmi les autres missions, ce ministère doit avoir une sorte de banque. De banque. Vous savez, les limitations qui ont été fixées liées à tout ce qu'on connaît dans le monde aujourd'hui font que si tu as 40 milliards à faire rentrer au Cameroun, ça va te prendre 8 ans. On est sérieux là? Oui! Non. 16 ans. Non. 8 ans. Oui. 16 ans. Non. C'est-à-dire que pour faire entrer. C'est-à-dire pour faire entrer. C'est le temps que ça te prend pour faire entrer. Quand tu veux faire entrer 40, donc ça te prend 8 ans pour que ça entre. Tu vas avoir le temps de faire le projet quand? Parce que le Cameroun est ciblé parmi les... D'ailleurs, tu ne vas même pas les faire entrer. Oui. À partir de ta banque, si tu fais entrer plus de 2 milliards au Cameroun, on bloque ton compte. Le Cameroun est parmi les pays identifiés comme des pays où on blanchit de l'argent. Il faut donc résoudre ce problème. Il y a les couloirs diplomatiques. Il n'y a que les couloirs diplomatiques. Voilà. C'est-à-dire que l'ambassade peut, le DGS peut, pour des raisons sécuritaires, l'État prend l'engagement de prendre ton argent. Et avec tout ce que cela comporte comme risque à ce niveau. Non, là c'est l'État. Oui, c'est voilà, risque parce que justement. Tu vois, l'État est une. C'est l'État, c'est que. Bon, l'État, c'est quelqu'un. Pour te faire rigoler, un grand frère a fait entrer son argent depuis la République centrafricaine. Oui. Et ils se sont gâtés avec l'autre grand frère qui a fait entrer ça ici au niveau du partage. Oui. On dit, moi je prends ça l'autre. Il y avait eu une affaire ici. Bon, moi je viens. Moi je connais pas l'affaire là. Moi je connais pas l'affaire là. Non, c'est l'affaire des grands frères. Oui, c'est des grands frères. Non, parfait, ce qui me plaît. C'est terminé, docteur. Vraiment, mais je voulais te dire merci au nom de la diaspora. Ah bon?
Oui, je veux te dire merci. Mais c'est parce merci que du bout des lèvres. Hein. Oui, non, il ne m'a pas dit du bout des lèvres. Bon, on va se battre pour agir. Voilà. C'est qu'elle s'en sortira, la diaspora. Merci au révérend docteur Ella Bertolo. Merci à Alain Dour. Merci à Pierre Blériot. Merci à Roger Kiek de Kiki. L'émission est actuellement terminée. N'oubliez pas, la rediff, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Demain, c'est jeudi sorcellerie, pardon. J'ai dit spiritualité. Bon, voilà. Avec tout ceci. Que faites-vous ailleurs?